européenne qui se tiendra, je vous le rappelle, le 26 mai prochain. Il n'y a qu'un seul tour aux élections européennes. Et c'est un scrutin à la proportionnelle. Ce n'est pas exactement la proportionnelle intégrale, puisqu'il faut avoir 5% des suffrages pour avoir des députés, mais néanmoins, c'est à la proportionnelle au-dessus de 5%. Ça veut donc dire qu'un parti politique en croissance, nouveau, peu connu comme est le nôtre, a des chances, cette fois-ci, d'avoir des parlementaires, puisqu'il faudrait que nous dépassions 5%, ce qui est quand même plus facile à atteindre que d'atteindre les 50% des suffrages dans un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, comme sont les élections législatives nationales. Alors donc, nous participons à ces élections en tant qu'Union populaire républicaine. Je suis la tête de liste et nous diffuserons, nous rendrons public la liste des 79 candidats au début du mois d'avril, c'est-à-dire dans une grosse quinzaine de jours. Je rappelle que les listes doivent être déposées pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril pour ces élections qui ont donc lieu le dimanche 26 mai, la campagne officielle commençant à la fin du mois d'avril avec donc quelques passages dans les médias. Et là, nous sommes donc en pré-campagne. Pendant cette pré-campagne, je me rends dans les départements de France. C'est pas nouveau, ça fait 12 ans que j'ai créé ce mouvement politique. Nous allons avoir certains autres membres de la liste qui commencent également à en faire autant. Charles-Henri Gallois, qui fait une conférence bientôt dans la Nièvre, je crois, et en Bourgogne à Dijon. Vincent Brousseau, qui fera des conférences prochainement également en France. Et moi, je me suis rendu successivement depuis un mois. Je suis allé dans l'Oise, en Seine-et-Marne, dans les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan, le Gard, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et l'Ardèche. Et là, depuis que j'ai fait cette petite tournée en Normandie, j'ai été successivement dans l'Eure, dans Seine-Maritime, dans le Calvados et aujourd'hui dans la Manche. J'avais déjà fait une conférence il y a quelques années à Saint-Lô. On avait fait une autre à Avranches, mais c'est la première fois que je viens faire une conférence à Cherbourg. Alors, l'objet de cette réunion aujourd'hui, c'est d'abord, dans un premier temps, de prendre la parole et de vous expliquer un petit peu une thématique, et puis dans un deuxième temps, de vous laisser la parole et de répondre à vos questions. Puis après, je pense qu'il y aura peut-être un petit verre de l'amitié, c'est prévu non? Ah, on n'a pas le droit si on n'a pas le droit dans la mairie, d'accord. Bah, tant pis, vous resterez sur votre faim et votre soif. Mais en tout cas, vous aurez à l'issue, vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, aller à notre boutique à l'entrée, puisque vous avez ici, donc c'est une réunion qui est ouverte à tous. L'entrée est gratuite, mais la sortie est payante. Je plaisante, mais si vous voulez, vous pouvez aussi adhérer à notre mouvement politique, verser votre cotisation annuelle si vous êtes déjà adhérent, et puis faire quelques menus achats dans notre boutique. Et je dis ça parce que on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, et un mouvement politique est obligé de se procurer des fonds. Or, notre mouvement politique a une particularité par rapport aux autres. Par rapport à la quasi-totalité des autres partis politiques, nous avons 0 € de dette. Et nous y tenons. Parce que c'est fondamental de ne pas dépendre des banques pour rester indépendant. Je le signale parce que nous avons publié il y a quelques semaines un dossier qui est en ligne sur notre site upr.fr, signé de Charles-Henri Gallois, notre trésorier. Et il est allé examiner le rapport qui a été publié par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP, qui est un organisme officiel, et qui publie au mois de janvier de l'année N les comptes de tous les partis politiques de l'année N-2. Le 11 janvier dernier, la CNCCFP a publié les comptes de tous les partis politiques pour l'année 2017. Alors c'est très intéressant à de nombreux égards. Ces comptes doivent être validés par des experts comptables, puis validés par 2 commissariats aux comptes différents, et ensuite par la CNCCFP. Autrement dit, ce sont des comptes qui sont quand même a priori très sérieux et très, très transparents.
Ils sont d'ailleurs obligatoires de suivre cette procédure pour qu'on puisse bénéficier de la réduction fiscale. C'est-à-dire que, par exemple, ceux d'entre vous qui souhaiteriez adhérer, l'adhésion pour l'année étant de 30 €, nous avons l'agrément fiscal. Ça veut dire que vous pourrez déduire 20 € de votre impôt sur le revenu. Et donc, en fait, ça ne vous coûte que 10 €. Alors, ce dossier publié par la CNCCFP est très intéressant pour deux choses, notamment la première, c'est qu'il y a la ligne cotisation des adhérents. Et si on divise cette ligne cotisation des adhérents par l'adhésion moyenne de chaque parti politique, ça donne une bonne image de ce qu'est à peu près le nombre d'adhérents de chaque parti. Et vous verrez en lisant ce dossier, d'une part, que nous, lorsque nous disons que nous avons à l'époque 28 000 adhérents, 29 000 adhérents en fin 2017, aujourd'hui nous allons ce soir ou demain sans doute franchir le cap des 35 000 adhérents, vous verrez que c'est tout à fait cohérent avec le montant de nos cotisations et de nos adhésions. Alors que vous verrez que d'autres partis politiques multiplient par 3 ou par 5 allègrement le nombre de leurs adhérents. Je dis ça parce que quand on dit que nous, d'après ce dossier, nous sommes probablement le 3e parti politique en nombre d'adhérents payants, il y a des gens qui haussent les épaules, et pourtant c'est vrai. Et pourtant c'est vrai. Je ne compte pas les partis politiques qui ont des adhérents non payants, notamment En Marche. En Marche dit qu'ils ont plus de 400 000 adhérents. Bon, un jour, il y a un an, j'ai reçu sur mon ordinateur un courrier de En Marche et il y avait marqué « Cher adhérent ». Et il m'a dit « Merci de votre adhésion ». J'ai sauvé ce truc. Je me suis rendu compte qu'il y avait un plaisantin et qui avait adhéré en mon nom en donnant mon adresse courriel. C'est tout. Donc il paraît qu'il y a des chiens, des chats qui sont adhérents de En Marche. Alors tout ça n'est pas sérieux. C'est pareil d'ailleurs pour France Insoumise. À France Insoumise, il y a un conglomérat de plusieurs partis. Au Front de gauche, là, il faut adhérer, c'est payant, mais France Insoumise, c'est gratuit. Donc vous verrez que nous sommes probablement le 3e parti de France en nombre d'adhérents. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas le 3e sur les télévisions publiques, sur TF1, puisque la dernière apparition que j'ai faite sur les télévisions publiques, c'est sur le 21 avril 2017, juste avant le premier tour de la présidentielle, où j'ai répondu à Mme Léa Salamé et à M. David Pujadas. Et donc c'était il y a 23 mois, pratiquement 2 ans, et depuis lors, plus une seule seconde a été consacrée sur TF1, LCI, LCP, France 2, France 3, France 5, RFI, RFO, mais aussi sur Europe 1, RTL, enfin, etc. Quand je dis plus, c'est pas tout à fait vrai, puisque hier, divine surprise, France 3 est venu le filmer 1 minute et 14 secondes. Ça a été diffusé sur France 3 hier. Je les en remercie d'ailleurs. Mais pour en revenir au dossier de la CNCCFP, il y a un deuxième élément extrêmement important, c'est la ligne de la dette. Et vous découvrirez que l'endettement des partis politiques est très important, et il est intéressant de faire le calcul, le ratio entre l'endettement et les cotisations des adhérents. Et l'on constatait que fin 2017, le parti Les Républicains avait un endettement égal à 20 ans de cotisation. Il y a peut-être dans la salle des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans. Imaginez un commerçant, un artisan ou un chef de PME dont l'endettement représenterait 20 ans de chiffre d'affaires. Le parti est en faillite, en fait. Et donc, depuis, c'est plus tout à fait vrai, puisque les Républicains ont décidé, vous avez peut-être vu, ça a défrayé légèrement la chronique, il y a 15 jours, le parti de M. Wauquiez a décidé de vendre son siège parisien au 236 rue de Vaugirard. Ils l'ont vendu 46 millions d'euros. Ils avaient un siège ils ont un siège qui fait 5500 mètres carrés dans Paris. On demande ce qu'ils y font. Nous, on a un siège qui fait 180 mètres carrés. Mais le parti de M. Wauquiez a vendu son siège, mais a négocié avec le vendeur de rester dans les murs et il devient donc locataire. Or, l'acheteur du siège des Républicains, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Real, R-E-A-L, et qui est un fonds allemand. C'est-à-dire que les Républicains qui dépendaient complètement de la Société Générale du Crédit Lyonnais, maintenant continuent à dépendre de la Société Générale du Crédit Lyonnais. Ils ont abaissé leur endettement, maintenant c'est 5 années de cotisation, ce qui reste considérable, et en plus ils dépendent d'un fonds allemand, lequel fonds allemand a tellement
comment dirais-je, peu confiance dans la solvabilité des Républicains qu'ils ont demandé un compte séquestre de 4 millions d'euros pour être sûr d'être payés pour leur loyer de la première année. Voilà ce que c'est que le parti de M. Wauquiez. Vous savez bien que lorsque vous êtes tenu par des banques ou par un propriétaire qui exige des comptes séquestres, vous n'allez quand même pas commencer à taper sur les Allemands, ni taper sur les banques. Vous n'êtes plus libre de ce que vous dites, de vos analyses. C'est pareil pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste, fin 2017, son endettement représentait 8 années et demie de cotisation. Et c'est pareil pour le Front National, dont l'endettement fin 2017 représentait 6 ans et demi de cotisation. Et encore, c'était sans compter ce qui s'est passé en 2018, puisque le Parlement européen a réclamé à Mme Le Pen, vous l'avez vu, 2 millions d'euros pour détournement de fonds, puisque le Front National a utilisé les fonds versés par le Parlement européen, qui sont des parlementaires travaillant à Bruxelles. Le Front National l'a utilisé de façon illégale pour payer des permanents au Front National à Paris. Or, c'est formellement interdit. Donc, le Parlement européen a réclamé 2 millions d'euros. Je vous dis ceci parce que vous avez peut-être vu, c'était le 17 décembre dernier. Sinon, allez chercher sur Google, vous tapez les mots-clés. Madame Le Pen, accompagnée de M. Valéry Saint-Just, ont été reçus le 17 décembre dernier par le Premier ministre Édouard Philippe. Et Mme Le Pen est allée dire voilà, nous n'avons pas eu de sommes capables d'assurer le financement, il faut nous aider. Allez voir si ce que je dis est vrai ou faux. Elle a donc été demandée au Premier ministre d'être sauvée financièrement, que lui donne des instructions, je ne sais quelle banque. Voilà. Et peut-être, est-il une relation de cause à effet entre cette demande et le fait que quelques semaines après, Mme Le Pen a confirmé que pour le Front National, il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'était d'ailleurs pas une grande nouveauté, puisque pendant la campagne présidentielle, je n'ai pas arrêté de dire que, contrairement à ce qu'on ne cessait de nous expliquer, le Front National n'avait jamais proposé au moment fatidique, c'est-à-dire celui des professions de foi, des circulaires électorales, des engagements programmatiques écrits, jamais le Front National n'a proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais au moins maintenant, toutes les choses sont claires. Quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle, on avait fait sur mon existence et sur l'existence de l'UPR le plus total des secrets. Et lorsque j'ai obtenu les 587 parrainages, il faut en avoir 500 pour être candidat à l'élection présidentielle, d'un seul coup, les médias m'ont présenté comme un hybride de Barbe Bleue et de Marc Dutroux. J'ai été présenté d'une façon l'abomination de la désolation, et pour corser le tout, on me disait « Alors, monsieur Asselineau, on ne sait pas qui vous êtes, on dites-vous que vous êtes complotiste, conspirationniste, d'extrême droite. D'ailleurs, vous parlez comme Madame Le Pen. » Alors maintenant que les choses sont claires, que Mme Le Pen a bien confirmé que le parti, le Rassemblement national, ne veut en aucun cas sortir de l'euro et de... Je vous renvoie quand même aux journaux. Maintenant, lors des débats, si débat il y a, eh bien, je serai fondé à dire aux gens qui me diront, vous comprenez, il faut rester dans l'euro. Je dirais, mais vous parlez comme Madame Le Pen. Hein, je vais leur faire le truc en miroir, puisque on est dans un univers aujourd'hui où on ne peut pas avoir de débat de fond. Hein, la politique, dans le sens noble du terme, a été volée aux Français. Il n'y a jamais de débat de fond. Pendant l'élection présidentielle, je me suis rendu compte qu'il était impossible d'avoir un débat de fond. Dès qu'on me recevait, on m'envoyait... Dès que je disais une chose intéressante, tac, le journaliste changeait de sujet, m'attaquait sur autre chose. J'étais en permanence en position comment dirais-je, sur la défensive. Et puis de toute façon, j'ai eu droit à 1% du temps de parole, alors que les médias, vous le savez bien, se focalisaient sur ce titan de la pensée qui est M. Macron et qui devait redresser la France. Pendant les 2 années précédant l'élection présidentielle, M. Macron a eu droit à 120 une de magazines, y compris Match, VSD, le couple qu'il forme avec Brigitte. Un couple en marche vers l'Élysée. Sur ces mêmes magazines, moi j'ai eu droit, même mon nom n'a jamais été écrit, en page 27. Jamais. On est actuellement porté par une très forte dynamique. Nous avons, notamment avec l'affaire des Gilets jaunes, parce que beaucoup de Gilets jaunes, on y reviendra tout à l'heure, découvrent notre mouvement politique. Et il y en a qui nous téléphonent
au siège en disant j'ai entendu parler, mais je ne connaissais pas M. Asselineau et l'UPR. Ce simple fait devrait quand même poser question au peuple français. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle, c'est moi, quelqu'un dont l'expérience professionnelle quand même méritait quelques considérations, puisque non seulement je suis un haut fonctionnaire, inspecteur général des finances, mais j'ai quand même été dans les années du pouvoir. Pendant la cohabitation de 93 à 95, j'étais conseiller pour les affaires internationales auprès de M. Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, ce qui m'a amené à accompagner François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan et à voir de très près le président de la République de l'époque, reçu par les plus hautes autorités coréennes et kazakhstanaises, et de voir également les préparations de son déplacement. Ensuite, j'ai été, au début de la présidence Chirac, jusqu'en 1997, j'ai été au cabinet de M. Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. J'ai vu un nombre de chefs d'État et de gouvernement tout à fait considérable. J'ai même fait une fois personnellement fait l'antichambre, c'était d'ailleurs extrêmement gênant, pendant 45 minutes à Mme Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, qui était la présidente du Sri Lanka, qui était quand même auquel le ministre avait donné rendez-vous, il avait 3 quarts d'heure de retard. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie. Donc j'ai quand même une expérience professionnelle qui m'a permis de voir les allées du pouvoir et de me rendre compte, dès cette époque, que, comme disait ma pauvre grand-mère, la France était en train de filer un mauvais coton. C'est-à-dire de voir que les plus hauts dirigeants français avaient déjà fait une croix sur la France en tant que puissance souveraine. Déjà, ils étaient contraints par des décisions prises ailleurs et par d'autres. C'est ça qui m'a fait progressivement quitter cet univers et je me suis engagé en politique en ralliant le mouvement que M. Pasqua avait créé, je ne le connaissais pas, parce que j'avais cru comprendre dans la presse que c'était un mouvement néo-gaulliste et souverainiste. Et ce que j'ai découvert là n'était finalement pas beaucoup plus brillant qu'ailleurs, puisque j'ai découvert la sphère souverainiste qui, en fait, les souverainistes français ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Et que M. Dupont-Aignan, ou d'ailleurs c'est vrai, de Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Chevènement, enfin bref, j'ai découvert que tout le monde critique l'Europe, mais personne n'en tire la conséquence. J'ai donc creusé le sujet à la fois sur les tenants et les aboutissants de la construction européenne et sur la position des partis politiques. Et j'ai découvert que dans l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, tous les partis politiques français, tous, sauf celui que j'ai décidé de créer, justement par réaction face à ce constat, c'est que tous les partis politiques français partagent 3 choses. Premièrement, ils sont tous pour le principe de la construction européenne. Tous. De Mme Le Pen à Mme Marteau, tout le monde est pour le principe de la construction européenne. Or, je suis désolé, ce principe ne va pas de soi. On aura l'occasion d'en reparler, ça ne va pas du tout de soi. En vertu de quoi faudrait-il que la France fusionne avec l'Estonie ou la Lettonie et se coupe, par exemple, du Québec, ou bien du Japon, ou bien du Liban, ou bien de la Tunisie? Réfléchissez-y en profondeur. C'est absurde. C'est absurde et c'est démenti d'ailleurs par les faits, par les événements, par les évolutions sociétales, par les flux commerciaux, touristiques, financiers, monétaires, migratoires, familiaux. Voilà. Il y a en France 800 personnes de nationalité finlandaise qui vivent en France. Il doit y avoir peut-être, je ne sais pas, 2 millions de Français d'origine algérienne. Alors que ça plaise ou pas, c'est une autre histoire, mais on n'est pas là pour, comme disait De Gaulle, faire de la politique, c'est partir des réalités. C'est pas vrai que la France a des liens avec les pays baltes qui seraient supérieurs à ceux que nous avons avec la Tunisie, ou avec la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal, ou avec le Vietnam. Ça n'est pas vrai. Et quand on fonde toute une stratégie sur des choses qui sont fausses, au bout du compte, la réalité finit par revenir comme un boomerang. Donc déjà, tous les partis politiques approuvent le principe de la construction européenne. D'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils approuvent aussi le principe de la francophonie. Je serai le 20
le 20 mars, dans quelques jours, je vais à Toulouse, je suis invité parce que c'est la journée de la francophonie, et on m'a demandé, d'abord on m'a demandé de venir, ça m'a fait plaisir, mais je vais faire une petite communication sur le thème, est-ce que l'Union européenne est compatible avec la francophonie? On ne peut pas à la fois dire qu'on est en train de fusionner la France dans un État avec les pays baltes, l'Allemagne, et puis dire que par ailleurs la priorité de la France, c'est les pays francophones. Il faut choisir. On ne peut pas dire une chose et l'autre. Voilà. Donc qu'est-ce qui est compatible et qu'est-ce qui est incompatible? La première chose, donc, c'est que tous les partis politiques français acceptent ce principe de la construction européenne, qui remonte en fait à très très loin. L'idée d'avoir une Europe unifiée, ça remonte peut-être à l'Empire romain. Et quelque chose qui, dans 2000 ans, n'a jamais existé, n'a aucune chance d'exister. Et puis, tous les partis politiques français partagent également un autre constat, enfin, ils partagent également une autre caractéristique commune, c'est qu'ils critiquent tous la construction européenne. Tous. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, il n'y a pas un seul parti politique qui dise c'est parfait. Tous, à commencer par Macron, disent ça ne va pas. Parce qu'on constate des dysfonctionnements constants dans tous les domaines. Dans tous les domaines, d'ailleurs je ne sais pas ce que l'Europe a apporté au fait. Tout à l'heure, il y avait un journaliste, c'était pas là, c'était avant, qui me disait oui, mais quand même Airbus, Ariane Espace. Airbus n'a strictement rien à voir avec la construction européenne. Ariane Espace non plus. Je vous rappelle que l'Airbus A380, par exemple, eh bien, et j'en parlerai peut-être dans un instant, vous avez 15 des 28 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un clou, un rivet dans Airbus. Que le pays qui fabrique le plus Airbus A380, d'ailleurs ça va s'arrêter, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est 38% la part américaine dans Airbus A380 quand il est motorisé Pratt & Whitney. Donc en fait, Airbus est une coopération internationale avec effectivement des pays d'Europe, mais aussi des pays hors Europe. L'Airbus A380 a été conçu à Wichita, dans le Kansas. Airbus A380, dont l'Airbus, c'est tous les trains d'atterrissage, plus la motorisation Pratt & Whitney, plus l'électronique embarquée, c'est 38%. Et puis dans l'Airbus A380, vous avez 10 entreprises japonaises, des entreprises chinoises, malaisiennes, australiennes. Donc ce sont des coopérations internationales, de même que d'ailleurs dans le Boeing 777, vous avez une dizaine d'entreprises françaises. Bien, un jour viendra peut-être où il y a plus de parts françaises dans un Boeing que dans un Airbus. C'est pas impossible. Donc ça, ce sont des coopérations internationales. Et nous, on est pour les coopérations internationales. Mais la différence, c'est la coopération internationale avec l'intégration supranationale. Ce sont des choses différentes. Bref, tous les autres partis politiques constatent que ça ne marche pas. Donc ils sont tous pour le principe de la construction européenne, et ils constatent tous que ça ne marche pas. Quelle est la conclusion qu'ils en tirent? Tous tirent la même conclusion. Il faut une autre Europe. Il faut changer d'Europe. L'Europe, c'est formidable, mais je ne veux pas de cette Europe-là. Le problème, c'est que ça fait 60 ans que ça dure. Et que plus on construit l'Europe, plus on est en train de détruire la France. Et ça s'accélère. Vous l'avez bien compris. Les Français ont compris qu'avec la présidence Macron, on accélère la destruction du pays, pas seulement du pays, mais de notre niveau de vie, le pillage de notre patrimoine public, etc. Il y a urgence absolue maintenant en la matière. Et ils proposent tous une autre Europe. L'autre jour, j'étais chez Thierry Ardisson, j'étais venu avec quelques munitions, et j'ai montré notamment l'affiche du Parti socialiste pour les élections européennes de 1979, qui étaient les premières au suffrage universel. Puisque le Parlement européen existait auparavant. Auparavant, c'était des gens qui étaient nommés. Et j'ai montré la fiche du Parti socialiste de 1979, vous la trouverez d'ailleurs sur notre site upr.fr. Et c'était quoi le slogan en 1979? Vivre au pays, changer l'Europe. Il y a 40 ans. En 2009, le slogan du Parti socialiste pour les élections européennes de 2009, 30 ans après, c'était changer l'Europe.fr. C'est-à-dire la seule différence qu'il y avait eu, c'est l'apparition d'Internet en 30 ans. Et que va nous proposer le Parti socialiste en 2019? Une autre Europe. Alors il n'y a pas que le Parti socialiste, tous
On a mis en ligne un dossier, vous verrez, M. Le Pen propose de changer d'Europe, M. Sarkozy de changer d'Europe en 2009. Vous avez le Front de gauche, son titre c'était Front de gauche pour changer d'Europe. M. Dupont-Aignan veut une autre Europe, il propose de changer cette Europe. Nous ne voulons pas de cette Europe-là, nous en voulons une autre, etc. etc. Alors moi, là-dedans, je me suis rendu compte de ça, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quand même des analyses complètement inabouties. Parce qu'on est des gens, enfin, quand on fait de la politique et quand il s'agit de diriger la France, c'est pas rien la France. C'est quand même un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité. Tant aussi longtemps du moins que Macron n'aura pas bradé notre siège à l'Allemagne. C'est-à-dire une des grandes puissances de ce monde. On est encore la 6e ou 7e puissance économique mondiale. La 2e zone économique exclusive. La langue française est l'une des 2 langues, avec l'anglais, parlée continuellement, constamment, sur les 5 continents quotidiennement. La langue française est une langue en pleine expansion, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. La langue française ne s'effondre qu'en Europe, mais elle se développe beaucoup, surtout en Afrique. Il y avait 190 millions de locuteurs francophones en l'an 2000. En 2019, ils sont passés à 270 millions. Et en 2060, ça sera 600 millions de francophones et une langue à 90% africaine, parce que dans toute l'Afrique de l'Ouest, les jeunes générations basculent au français parce que c'est l'accès notamment à Internet. La langue française, d'ores et déjà, sur eBay, sur Facebook, sur Google, sur Yahoo, sur Amazon, est d'ores et déjà la 3e ou 4e langue la plus utilisée au monde. Donc, je me suis posé cette question de savoir, mais finalement, cette réflexion est quand même complètement inaboutie. Pourquoi est-ce que ça fait des décennies qu'on propose de changer l'Europe et que ça ne marche pas? Il faut donc aller au-delà. Il faut arrêter de prendre les Français pour des abrutis. Et donc je vous conseille, s'il y a d'autres têtes de liste qui viennent vous voir ici à Cherbourg, de venir les voir et puis de leur poser 2 questions bêtes. Mais comme je le dis souvent, ce sont les questions bêtes qui sont les meilleures. La première question bête, c'est leur dire « Monsieur, vous nous dites que vous n'êtes pas pour cette Europe libérale, ultralibérale. Mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi elle est comme ça ?» Ils vont bugger. C'est con comme question, c'est quand même là. Pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'issue de quel phénomène elle est arrivée comme ça? La seule et vraie bonne réponse à ça, c'est celle que je vous donne, c'est que la construction européenne a été la sédimentation, depuis le traité de Rome de 1957, de la confrontation d'intérêts nationaux totalement contradictoires, de 6 intérêts nationaux. C'était l'Europe des 6, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne et Italie, de 1957 à 1972. À partir de 1972, il y a 3 nouveaux États. On passe à l'Europe des 9, avec le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. À partir de 1980, on passe à 10, avec la Grèce. À partir de 1986, on passe à 12, avec l'Espagne et le Portugal. À partir de 1995, on passe à 15, avec la Suède, l'Autriche et la Finlande. Et puis en 2015, on va passer de 15 à 25, avec tous les pays de l'Est, plus Malte et Chypre. Et puis en 2007, on passe à 27, avec la Bulgarie et la Roumanie. Et en 2013, à 28, avec la Croatie. Et ce qui est prévu, la suite, c'est l'entrée de la Bosnie-Herzégovine, de la Serbie, peut-être un jour du Kosovo, l'entrée de l'Albanie, l'entrée de la Géorgie, de l'Arménie. Au bout du compte, on ne sait pas combien il y en aura, peut-être 33, 34. D'ailleurs, au passage, les Français sont complètement largués. On a affaire à une construction qui ne correspond strictement à rien. On parle de solidarité européenne, mais qui est capable ici de citer, sans se tromper, déjà la liste des 28 pays? Qui est capable de me dire quel est le président de la République fédérale d'Allemagne? Le chef d'État allemand, vous savez qui c'est? Steinmeier. Et les autres? Il y a une bonne réponse. Est-ce que vous savez qui est la présidente de la Lituanie? Comment?
Elle est pro-américaine. Elle s'appelle de son petit nom Dalia, ça fait un peu chrysanthème, hein. Dalia Grybauskaité. J'ai coincé Raphaël Enthoven là-dessus sur Arte l'autre fois, parce qu'il n'était pas au courant. Même les plus ardents, les gens les plus ardents européens, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Dalia Grybauskaité, présidente de la Lituanie, ultra pro-américaine, d'ailleurs, elle doit avoir des liens avec les services américains, on va encore dire que je suis complétiste. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est ceinture noire de karaté, qu'elle fait 1m90 et 120 kg. Bon. C'est un morceau, vous n'avez pas intérêt à passer votre pied sous madame Grybauskaité. Bon. Qui est capable de citer, je sais pas, un film slovène, qui est capable de me dire ce qui se passe actuellement, la vie intérieure en Bulgarie, on ne connaît rien. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus grave aussi, c'est l'imprégnation de plus en plus massive des mafias, notamment sur les pays les plus fragiles. Je montre dans une conférence récente qu'il y a eu, au cours de la dernière année qui vient de s'écouler, il y a eu des assassinats de journalistes dans 3 pays de l'Union européenne. À Malte, il y a un peu moins d'un an, une dame qui s'appelait Madame Galizia, qui enquêtait sur les liens du pouvoir entre la capitale de Malte, La Valette, Premier ministre de Malte, monsieur, je ne savais pas, il s'appelle monsieur Muscat. Eh bien, Joseph Muscat a été très probablement, et son gouvernement sont suspectés d'être dans la main de la 'Ndrangheta calabraise. C'est un petit pays, Malte, hein, mais c'est une voix parmi les 28. Et donc cette journaliste enquêtait sur les liens entre la 'Ndrangheta calabraise, qui est plus criminelle encore que la mafia sicilienne, et donc les autorités de La Valette. Où d'ailleurs, je vous signale que l'on vend les passeports maltais. Et maltais faisant partie de l'espace Schengen, l'entrée sur le territoire français est vendue par Malte, par cet intermédiaire. Eh bien, Madame Galizia s'est, si j'ose dire, envoyée en l'air, puisque sa voiture a explosé, a fait 20 mètres de haut, elle est retombée sur le sol, et elle est retombée en pluie fine. C'est une matière de la 'Ndrangheta. Quelques mois après, ça a été un monsieur qui s'appelait Jan Fidesz, qui était journaliste en Slovaquie, qui enquêtait sur les liens entre le gouvernement de Slovaquie, capitale Bratislava, et ce gouvernement et la 'Ndrangheta calabraise. Eh bien, ce journaliste est mort assassiné. Ça a fait un scandale énorme. Les Slovaques sont descendus dans la rue en luttant contre la corruption, en demandant la lutte contre la corruption, en dénonçant les liens entre le Premier ministre slovaque. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le savent qui c'est. Il s'appelle M. Robert Fico, et son ministre de l'Intérieur, qui faisait partie de la pègre, en fait. Ils ont obtenu la démission, mais ça veut dire que l'État slovaque est complètement gangréné. Et puis, troisième du lot, c'était en Bulgarie, où il y a un journaliste qui m'a assassiné. C'était en janvier, je crois, parce qu'il enquêtait sur les liens entre les dirigeants de Sofia, les dirigeants bulgares, et non pas la 'Ndrangheta calabraise cette fois-ci, mais il y a 2 mafias bulgares qui se partagent le pays. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que pour changer d'Europe, il faut changer les traités. Et pour changer les traités, il y a un article qui s'appelle l'article 48 du traité de l'Union européenne, il faut l'unanimité. Unanimité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer les traités si nous n'avons pas, par exemple, l'accord des autorités de La Valette, de celles de Bratislava et de celles de Sofia, qui sont tous les 3 détenus par la mafia. Donc M. Mélenchon pourra toujours dire qu'il nous l'a fait 50 fois, et son copain c'était Tsipras, l'ultra-gauche. L'ultra-gauche européenne, vous avez vu ce qui se passe en Grèce, c'est une honte ce qui se passe en Grèce. C'est un peuple qui est saigné à mort, en fait. En 2013, il y a eu la Troïka qui est venue au secours de la Grèce. Il y avait M. Tsipras, qui paraît-il était d'ultra-gauche. On allait voir ce qu'on allait voir, mais on a vu. Parce que M. Tsipras était, en fait, il était très à gauche, il fallait changer d'Europe, le discours de Mélenchon, mais il faut rester dans l'Union européenne, dans l'euro.
Résultat des courses, on est en 2019. En 2013, la dette publique grecque, c'était 130% du PIB. Il y a eu des renégociations qui ont été faites, quelques abandons de dette, la promesse, l'engagement du gouvernement grec de vendre tout le patrimoine grec. Il y a eu 40 privatisations, enfin tout y est passé. Les aéroports, les autoroutes, la loterie nationale, le PMU, la caisse des dépôts locales, les entreprises minières, des entreprises de participation bancaire, les ports et les aéroports des îles du Dodécanèse. Enfin, c'est dingue. J'ai la liste quelque part. On s'est attaqué aux retraites. Le taux de suicide des retraités grecs a été multiplié par 2. Voilà. Aujourd'hui, 2019, où en sommes-nous ? La dette publique de la Grèce, qui était de 130% du PIB, est passée à 180% du PIB. La Grèce a été saignée à blanc et ça continue. Parce que la Grèce, de toute façon, la Grèce ne pourra pas vivre avec la même monnaie que l'euro. Et on continue à entretenir cette utopie qui mène la Grèce au tombeau. Alors, pour changer les traités européens, il faut donc l'unanimité. C'est pas parce que M. Mélenchon s'affiche avec Tsipras, non, il s'affiche plus avec Tsipras. Après, il s'est affiché avec une dame, une Allemande, qui s'appelait Madame Sarah Wagenknecht, elle s'appelle toujours d'ailleurs Sarah Wagenknecht, du groupe Die Linke, c'est-à-dire la gauche. Et donc, moi j'avais vu M. Mélenchon, j'étais en train de dire, voilà, nous sommes en train de bâtir une autre Europe avec les Allemands, donc une autre Europe est possible. C'est ce que disent tous les autres partis politiques. Oui, sauf que Mme Sarah Wagenknecht a claqué dans les doigts de M. Mélenchon, puisqu'elle vient de quitter Die Linke pour créer un parti politique de gauche anti-immigré. Alors, M. Mélenchon, elle n'en reste pas. Là. Mais quand bien même serait-il resté avec Mme Sarah Wagenknecht, quand bien même y aurait-il ça, il faudrait déjà que M. Mélenchon arrive au pouvoir et aussi Die Linke arrive au pouvoir en Allemagne. Donc ça se passera quand les poux auront des dents. Mais même dans ce cas inimaginable où il y aurait à l'Élysée Mélenchon et à Berlin les responsables de Die Linke, qui sont un peu les débris du Parti communiste d'Allemagne de l'Est, quand bien même aurait-on cette réunion absolument inimaginable déjà statistiquement, qu'il faudrait encore avoir l'accord de 25 autres pays, unanimes. Madame Le Pen fait le même genre en disant voilà, avec M. Salvini Di Maio, et M. Di Maio en Italie, avec Sebastian Kurz en Autriche, le chancelier autrichien, avec peut-être Geert Wilders aux Pays-Bas, on va faire une Europe des nations. Mais à supposer que tout ce petit monde arrive au pouvoir suprême dans ces pays, il restera qu'il y a encore 22 ou 23 pays qu'il faudra convaincre. En d'autres termes, cette autre Europe n'existera pas, ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister parce que, fondamentalement, ceux qui vous proposent une autre Europe vous proposent en fait de revenir sur les 62 ans de négociations qui ont pu avoir lieu, depuis 1957, et en fait, ça revient à dire, voilà, ce que les négociateurs français, depuis 62 ans, ont été obligés de lâcher. Parce que quand on fait une négociation, on est obligé de lâcher des trucs. Chacun, puisqu'on est en train de constituer cette entité salvatrice. La construction européenne, c'est comme la construction du socialisme. On ne sait pas quand ça aboutira, quand ça y est, on sera inauguré. Ça marche de moins en moins, et moins ça marche, et plus on dit que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Comme on disait, il n'y a pas assez de socialisme. Donc on continue, sans jamais faire le bilan de toute cette affaire. Le bilan qui d'ailleurs est le même à la fois dans la construction du socialisme et dans la construction européenne, même si ça n'est pas sur les mêmes présupposés économiques, puisque la construction du socialisme était fondée sur la négation de l'intérêt individuel, collectivisation générale, la construction européenne est fondée sur la négation de l'intérêt national. En fait, ça revient au même, c'est-à-dire que ça ne marche pas, on continue, et comme les résultats sont catastrophiques par rapport aux promesses, on en est inversé petit à petit dans la dictature. Ce qui se passe en ce moment en France est extraordinairement inquiétant, puisque la liberté d'expression est désormais extrêmement menacée. On a un président qui a été élu d'une façon non démocratique en apparence, mais en fait c'est une élection manipulée par les médias.
M. Macron, je rappelle, n'a d'ailleurs été élu qu'avec 44% des électeurs inscrits au deuxième tour. Sa légitimité est faible. Au deuxième tour des législatives, il y a eu 58% d'abstention. La légitimité du mouvement En Marche est encore plus faible. Et tout ceci a été... On a escroqué les Français et on leur impose une politique qui, maintenant, fustige les fake news, alors que c'est M. Macron qui, à longueur de journée, nous impose des fake news, en fait. Donc la situation, à travers toute l'Europe, est en train de se tendre, puisque nous avons des partisans d'un dogme officiel, une utopie, que l'on veut imposer à l'ensemble du continent et qui ne fonctionne pas. Je suis contraint de constater que l'ensemble des partis politiques français, sauf celui que j'ai créé, se sont pliés à cette histoire. Et ils sont tous là en train de vous proposer une autre Europe qui n'arrivera pas, puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et il faudrait que donc des États qui ont obtenu dans des négociations, vous savez bien que depuis 60 ans, quand vous vous intéressez à l'Europe, c'est sommet de la dernière chance à Bruxelles, nouvelle crise des quotas laitiers, psychodrame à Luxembourg, nouvelle crise au sommet d'Édimbourg, les pays européens plus divisés que jamais, impossibilité d'obtenir une décision. Il n'y a que ça. C'était encore il y a 3 jours sur les GAFAM, la taxation, vous savez, les entreprises Google, Amazon, Facebook et Apple et Microsoft. Vous avez vu que impossible, parce qu'il faut l'unanimité sur les questions fiscales, comme sur toutes les questions stratégiques. Et puis il y a l'Irlande, la Suède, la Finlande et le Danemark qui ont dit non. Terminé. On ne peut pas taxer les GAFAM. Monsieur Le Maire avait dit qu'il allait taxer, que la France allait taxer les... Oui, la France peut le faire, mais avec l'Europe, elle est neutralisée. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis là pour vous parler, plus particulièrement, puisque nous sommes à Cherbourg, où il y a une forte tradition industrielle. Cherbourg qui a été un peu créé de toutes pièces au XVIIIe siècle. C'est le seul voyage que Louis XVI a fait en dehors de Versailles au cours du fait quand il était roi de France. Et la seule fois où il est allé dans ces provinces, c'est pour venir à Cherbourg, où on a construit un port que vous connaissez mieux que moi, le port de Cherbourg. C'est que même un pays, enfin une ville, une région avec une forte tradition maritime, ouvrière, industrielle. Et puis il y a aussi l'usine de La Hague qui n'est pas très loin. Et il se passe ici, à Cherbourg, comme dans toute la France, des événements au quotidien que les habitants ne comprennent pas très bien. Et je suis là depuis 12 ans pour expliquer le rôle absolument décisif de la construction européenne dans ce qui se passe au quotidien et que nous ne comprenons pas bien. Le drame qu'il y a en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, c'est qu'on a déconnecté complètement dans l'esprit des Français notre appartenance à l'Union européenne et la situation au quotidien, comme s'il n'y avait aucun rapport, comme s'il y avait la France et l'Europe, comme si l'Europe c'était une espèce d'entité magique. L'Europe c'est la paix, alors que l'Europe nous entraîne à la guerre, mais ça on en parlera peut-être pendant les questions. L'Europe c'est la paix, l'Europe c'est formidable, gna gna gna. Une espèce d'histoire de bisounours. Et puis par ailleurs, il y a des méchants dirigeants en France qui sont là pour ennuyer le peuple français. Non. Non, c'est pas la bonne lecture des choses. La bonne lecture des choses, c'est que nous sommes contraints par des traités à avoir des politiques qui sont de plus en plus précises, de plus en plus décidées par les traités européens et par les dirigeants de la Commission européenne, les commissaires européens qui sont élus par personne, et qui nous imposent des politiques extrêmement précises. Les politiques sont imposées par notre appartenance à l'Union européenne par 3 vecteurs. La Commission européenne à Bruxelles, avec les commissaires européens, qui prennent des décisions, qui publient des rapports en vertu des traités européens. Deuxièmement, la Banque centrale européenne à Francfort, qui décide du taux de refinancement, du taux d'intérêt de la BCE, qui a un impact fondamental à la fois sur le taux de change de l'euro et aussi sur les conditions de refinancement, ainsi que sur des contraintes en matière d'équilibre budgétaire. Et enfin, par l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. Je rappelle à ceux qui l'ignoreraient
que l'article 42 du traité de l'Union européenne place la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN, donc de Washington. Il faut quand même être sérieux. Ceux qui vous disent on va faire contrepoids aux États-Unis, bon, que pense-t-il de l'article 42 ? Alors, je voulais vous expliquer comment ça se traduit concrètement. Le rapport, chaque année, la Commission européenne publie un rapport sur les grandes orientations des politiques économiques. C'est l'application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Quand j'égrène ces numéros d'articles, je souris intérieurement parce que je me dis que ça vous rappelle peut-être à ceux d'entre vous qui m'aviez suivi pendant la campagne qu'on m'avait un peu moqué, brocarné, parce que je citais des articles des traités. Bon. Si vous y réfléchissez, c'est quand même un peu fort. C'est quand même un peu fort. C'est comme si vous alliez, vous avez un problème avec votre employeur, vous allez voir un avocat spécialiste du droit du travail, l'avocat vous écoute et puis vous dit bah, très bien, je vois très bien ce que c'est, votre employeur viole l'article, je sais pas, le code, l'article 257 alinéa 1 du code du travail, 318 alinéa 2, et puis il y a la jurisprudence ça et ça, j'en fais mon affaire. Et comme si, écoutant cela, vous partiez en courant en disant il connaît beaucoup trop son affaire, vite, je vais aller voir un charlatan. C'est exactement ça. Moi, on s'est moqué de moi parce que je connaissais les articles des traités. Vite, 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 allons voter Macron qui lui disait « Pensez printemps, les amis ». C'est dingue quand vous y réfléchissez. C'est comme si vous alliez voir un médecin et puis vous partez parce que le médecin connaît trop bien son affaire. Bon. Il y a un article qui s'appelle l'article 121 qui est censé assurer la viabilité à long terme de l'euro. Et pour assurer la viabilité à long terme de l'euro, il faut aboutir à la convergence des économies. Et pour assurer cette convergence des économies des pays de la zone euro, il y a donc le pouvoir a été donné par le traité de Maastricht à la Commission européenne de publier chaque année un rapport des grandes orientations de politique économique que chaque État doit suivre. Pour la France, chaque année, on a notre rapport. Et ce sont des directives qui sont présentées comme des conseils, mais en fait, il faut le faire. Il faut le faire, c'est pas... L'obligation n'est pas absolue tout de suite. Mais si vous ne le faites pas, dans le rapport de l'année suivante, ça revient, et ça revient. Et vous avez un principe essentiel dans la construction européenne à connaître, c'est comme à l'Organisation mondiale du commerce, c'est ce que l'on appelle la pression des pairs, sans S, hein. P-A-I-R-S, c'est-à-dire la pression des collègues, des autres gouvernements. Et donc, par exemple, le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015 avait exigé de la France, 1, la suppression de l'ISF. En 2015, Hollande s'est dit « Oula, c'est pas terrible, je vais attendre 2016 ». En 2016, Hollande dit « Ouh, vous connaissez Flamby ». Bon, il s'est dit « Je vais laisser ça à mon successeur ». Et le successeur a été promu, catapulté, par les forces qui payent l'ISF. Oui. Donc, qu'est-ce qu'a fait M. Macron ? Il a été obligé de renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'avaient fait élire, à grand renfort de... Je rappelle que moi, j'ai eu droit à 1% du temps de parole dans les médias, Macron, 25%. Que moi, j'ai été accueilli, comme je le disais tout à l'heure, comme si j'étais Fourniret ou Marc Dutroux, un complotiste, une espèce de barbelot épouvantable, alors que Macron, c'était le génie du millénaire. Moi, je le connais, Macron, on est du même corps de l'inspection des finances, sauf que j'ai 20 ans de plus que lui et beaucoup plus d'expérience. Pour vous dire que Macron, et je l'avais dit à Russia Today, quelques semaines après son élection, quelques jours, je savais très bien ce qui allait se passer. Ce type n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, pas très intelligent. C'est une serpillière. C'est le style serpillière avec les niveaux des gens supérieurs et terrible vis-à-vis des inférieurs. Vous savez, c'est ce genre-là. Voilà. En fait, Macron, qui par ailleurs est tenu par l'oligarchie, hein, n'est pas, je n'en vis pas. Hein. Ce type est en train d'emmener la France au désastre parce qu'il obéit à ceux qui l'ont fait élire. Alors, M. Macron a donc appuyé à un rapport des grandes orientations des politiques économiques. Il a donc supprimé l'ISF. Vous voyez que lorsque des gilets jaunes au rond-point disent que, ou M. Mélenchon dit qu'il faut rétablir l'ISF,
Macron, salaud, en fait, il se trompe de cible. Macron, c'est zéro, c'est un pilote de ligne. Il a d'ailleurs l'allure d'un steward. Je l'explique souvent, hein, pour bien comprendre ce que c'est que le devenu de la France, les élections, c'est comme si les Français, je pense à vous parce que c'est un petit peu la configuration. Imaginez les Français, on les fait monter dans un avion, Air France. Ils s'installent avec un couloir central. Et puis on fait défiler dans l'allée centrale 11 commandants de bord, c'est à eux de choisir quel va être leur commandant de bord. Alors il y en a un qui est là, il y a une dame, il y en a une autre dame, il y en a une femme qui est très... Oh là là, celle-là, elle est très très dangereuse, elle ne sait pas piloter, c'est Madame Le Pen. Alors ça, c'est ce qu'on dit, ouais, elle est très très dangereuse. Alors, il y en a d'autres, oui, mais quand même, elle est quand même assez forte en gueule, ça doit être marrant. Bon. Et puis on voit un jeune, là, qui est là, un belâtre, oh, il est beau, oh, il est jeune, il paraît que c'est le meilleur des commandants de bord qu'on puisse avoir. Ça, il s'appelle Macron. Puis il y a un type, qui est moi, un peu plus âgé, qui arrive et qui dit « Regardez le plan de vol !»« Ah, taisez-vous, complotiste !» Moi, je dis « Regardez le plan de vol !» On m'empêche de parler. Et alors le jeune commandant de bord qui se présente, Macron, lui, il ne dit pas « Regardez le plan de vol », lui, il dit « Pensez vacances, les amis !» Alors, les passagers, ils votent... ils choisissent Macron comme commandant de bord. Voilà. À ce moment-là, on ferme les portes. Il va s'installer au cockpit. On a élu, entre-temps, le personnel navigant, les stewards et les hôtesses. On a élu les stewards et les hôtesses qui travaillaient avec le nouveau commandant de bord. On s'est dit, ça va former une équipe formidable. Il paraît qu'ils se connaissent. Et puis donc, tout le monde, le nouveau commandant de bord prend les commandes de l'avion et il dit « Mesdames et messieurs, serrez-vous les ceintures. » Effectivement, ça commence bien. Et puis tout le monde, puisqu'il a dit « Pensez vacances, les amis », tout le monde pense qu'on va décoller. Alors ici, je ne sais pas quel est l'aéroport le plus proche, disons Roissy en France, ou bien Rennes, je ne sais pas. Et comme on y a dit penser les vacances des amis, tout le monde se dit oh, je pense qu'on va aller aux Antilles. J'ai toujours rêvé, la mer des Caraïbes, les cocotiers. Donc l'avion d'école, il va tourner et prendre la direction du sud-ouest. Direction, on va traverser l'Atlantique. Puis l'avion décolle, et puis il prend la direction du nord-est. Et il se pose 1h20, 1h30 après, à Berlin, et il fait -15. Je dis bien Berlin, parce que notre modèle, c'est l'Allemagne. -15. Alors les gens sortent de là, ils sont gelés, ils commencent à gueuler, on leur distribue des gilets jaunes. Bon, de façon imagée, c'est quand même exactement la situation. C'est-à-dire que celui qui avait raison, c'était moi, il fallait regarder le plan de vol. Et les autres, et tous les médias cachent le plan de vol. Et les autres partis politiques, les partis de prétendue opposition, le cachent aussi. Il faut bien comprendre que les partis d'opposition ne sont pas des vrais opposants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Le Pen, elle a besoin de Matignon pour assurer ses fins de mois. Monsieur Mélenchon, pour des raisons qui m'échappent, pas tout à fait, mais qui ne sont pas forcément dissibles publiquement, Monsieur Mélenchon est un faux opposant. Vous vous rappelez quand même, vous avez tous vu ce qui s'est passé à Marseille début septembre. Monsieur Mélenchon fait une diatribe, il est député de Marseille, fait une diatribe contre Macron. C'est le plus xénophobe des présidents qu'on ait jamais eu. C'est un hypocrite, c'est un faux cul. Il a employé ces paroles-là très précisément. C'était, je ne sais pas, un samedi, vous vous rappelez. Et puis, quelques heures après, à minuit, voilà que... Vous avez vu, ça a circulé. Mélenchon rencontre Macron à minuit sur le trottoir. Alors déjà, on peut se demander ce que faisait le président de la République à minuit sur le trottoir à Marseille. Bon, ça a 15 ans. Mais, aussitôt, il y a des gens qui filment la scène,
Et qui disent ah, monsieur Mélenchon, vous avez dit que. Et vous avez vu Mélenchon qui dit mais non, c'était simplement une exagération marseillaise, monsieur le président. C'est ça un opposant. C'est pas pour rien que les médias constamment promeuvent, non seulement les médias, mais les instituts de sondage. Et les instituts de sondage, c'est un truc qui a été conçu aux États-Unis. Ça s'appelle la self-fulfilling prophecy, prophétie autoréalisatrice, avec des sondages qui constamment disent Le Pen, Mélenchon, Le Pen, Mélenchon. Moi, je vois très souvent à Paris des gens qui m'abordent dans la rue. Et je ne suis pas à minuit sur le trottoir, je vous rassure. Des gens qui m'abordent constamment à Paris, dans la rue, en me disant « Ah, monsieur Asselineau, c'était bien ce que vous disiez, vous savez, je vous suis, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est vous qui aviez raison. » Je dis « Oui, c'est grave. » Je dis « Mais avez-vous voté pour moi ?» Non. Ah bon? Et je dis « Vous avez... comprenez non, justement, je ne comprends pas. » Alors, vous comprenez? Non. Eh bien, j'ai voté utile. Parce que vous savez, on savait que vous n'aviez aucune chance. Ah bon? Alors, vous avez voté utile, vous avez voté qui? Alors, c'est toujours les deux mêmes réponses, Le Pen ou Mélenchon. Voilà. Et j'ai dit, mais maintenant, là, 2 ans après, c'était utile de voter Le Pen ou Mélenchon? Ben non. Alors, vous êtes fait avoir, hein? Eh oui. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un truc, c'est pas moi qui l'invente, hein, il y a même eu un film aux États-Unis qui démontre la manipulation. Hein, il y a un film sorti il y a une quinzaine d'années, je crois que c'était Le Candidat ou un truc comme ça. Dans le scrutin de la présidentielle à 2 tours, l'essentiel, c'est d'avoir, quand vous avez votre candidat, il faut qu'il soit opposé à Le Pen ou à Mélenchon. Parce que face à Madame Le Pen, un âne peut être élu. Oui, c'était un mulet plutôt. Alors. Mais sinon Mélenchon aussi, parce qu'il y aura 70% des Français, ou 66%, parce que jusqu'au premier tour, on dit ah, Madame Le Pen, on la considère bien, puis premier tour passé, quand elle est au deuxième tour, d'un seul coup, les médias immédiatement mettent en œuvre la stratégie, le plan B, c'est-à-dire c'est la bête immonde. Donc d'un seul coup, en l'espace de 24 heures, Madame Le Pen, qui était encore reçue aimablement sur tous les plateaux, devient d'un seul coup une émule d'Adolf Hitler. Voilà. Et on dit les Français, et donc vous votez Macron. Alors, ça prend de moins en moins, c'est vrai, mais quand même. Et ça serait pareil avec Mélenchon. Moi, j'étais un très mauvais candidat de premier tour, puisque les gens ne me connaissaient pas. Mais au deuxième tour, je peux vous dire que face à Macron, on aurait rigolé. Parce que Macron, j'en aurais fait une bouchée, Macron. Mais justement, c'est ça qu'il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas avoir un mouvement politique qui dit des choses que personne n'a pu flinguer depuis 12 ans, parce que tout ce que je dis est absolument exact, et permet aux Français non seulement de comprendre ce qui se passe, mais d'anticiper ce qui va se passer. Hein, c'est prédictif de la réalité. Donc, s'agissant, je parlais de la vie au quotidien. Les gens qui protestent contre la suppression de l'ISF et qui demandent à Macron le rétablissement de l'ISF ne comprennent pas ce qui se passe. Et Mélenchon, Madame Le Pen, tous les pseudo-opposants, en ne leur expliquant pas ce qui se passe, participent de la mystification générale. Ce qui se passe, c'est que Macron ne peut pas recréer l'ISF puisqu'il a obéi aux directives bruxelloises. Point barre. Donc M. Macron fait un show à l'américaine, un débat qui n'est pas... C'est pas un débat. C'est une espèce de one-man show. Vous savez, on avait dans les débuts rappelé... Enfin, on est dans un... Ça serait comique si c'était pas si grave. Mais rappelez-vous que Macron, quelques jours après son arrivée à l'Élysée, a fait savoir par les grands médias que nous avions maintenant à l'Élysée Jupiter. Vous vous rappelez? Et que Jupiter allait se parler très très peu, et que de temps en temps, une fois tous les 3 mois, on allait
la foudre jupitérienne allait tomber par la parole divine, d'un seul coup, on allait tous être frappés par la foudre jupitérienne. Vous vous rappelez? On l'avait présenté comme ça. Bon. 2 ans après, on en est où? On en est à une espèce de diarrhée verbale quotidienne, d'une espèce de narcisse, malade psychiatrique, qui se répand constamment et qui parle, qui fait des débats sans rencontrer le moindre gilet jaune, et qui déblatère, qui raconte n'importe quoi. Et je dis bien n'importe quoi, parce que lui aussi, c'est un adepte de l'autre Europe. Ceux d'entre vous qui l'auraient oublié, je rappelle que M. Macron nous a infligé le 27 septembre 2017, ça faisait quelques mois après son élection, il est allé à la Sorbonne. Il a fait un grand discours, le discours de la Sorbonne, du style « tu nous la Sorbonne ». Il a fait un discours sur sa conception de l'Europe. Rappelez-vous. Vous vous rappelez? Non. Vous vous rappelez ce qu'il y avait dedans? Tout le monde s'en fout, en fait. Bon, enfin, je rappelle quand même, parce que moi, j'aime bien, j'ai regardé. Premièrement, il avait dit, voilà, pour les élections européennes, il faut qu'il y ait des listes transnationales. C'est-à-dire qu'il y ait des listes sur plusieurs pays qui voteraient une même liste. Évidemment, les autres pays d'Europe, hop, en panier, hors de question. De toute façon, il faut l'unanimité. Terminé. Deuxièmement, il avait dit qu'il y avait trop de commissaires européens, que c'était ingérable. C'est vrai que c'est tout à fait ingérable. Et donc, il fallait passer de 28 commissaires à 15. Ça veut dire que les pays perdraient leurs commissaires européens. Ça a été accueilli aimablement au panier. Plus personne n'en parle. Hein. Après ça, il avait dit qu'il fallait avoir 20 universités européennes. Pas mieux. Un budget de la zone euro. Pas mieux. Il fallait qu'il y ait... Enfin, je ne me rappelle plus. Regardez, tout est passé au panier. Monsieur Macron, ce qui est intéressant, c'est de revenir en arrière. Il y avait tous les médias qui... l'ambition... Ah oui, je me rappelle, c'était l'armée européenne. Panier. Monsieur Macron, les médias disaient Macron a une vision ambitieuse, Macron l'européen, Macron a une grande vision. Lorsque les Français ont compris que pour parler de l'Europe, il faut être à 28 et pas être entre Français, on aura fait déjà une grande progression. Je l'ai dit à Ardisson, mais je ne sais pas si c'est resté dans la version qui a été diffusée, parce que ça a été charcuté, mais j'avais dit à Ardisson l'autre jour, et j'ai dit là aujourd'hui ce que j'ai vu, ça serait une excellente leçon de choses pour les Français que de faire une réunion avec 28 représentants des 28 gouvernements devant les Français. Moi, j'ai l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, sur vous, d'avoir été en cabinet ministériel et d'avoir participé à des réunions avec des sommets de ministres de l'Industrie, du commerce extérieur. C'est quand j'étais chez Longuet. À l'époque, c'était l'Europe à 15 États. Maintenant, on est pratiquement le double. Mais c'est horrible. Vous imaginez, vous arrivez à Bruxelles, une espèce de grande table immense, comme ça, qui a une table qui est plus grande que celle-ci, et il y a un tapis vert comme ça, une table ovale, et vous avez 15 délégations. Maintenant, il y en a 28. Et la première chose que vous faites, vous mettez un casque pour la traduction simultanée, puisqu'il y a 24 langues officielles. Et puis, on arrive, et on entend, on arrive en retard, et puis on entend, il y a le Danois qui est en train de parler de la nécessité d'harmoniser la taille des sièges de tracteurs. Les ministres français se foutent éperdument de ce que pensent les Danois de la taille des sièges de tracteurs. On peut le comprendre quand même. Bon. Alors ça dure, et puis après on passe aux Finlandais qui nous disent ce qu'ils pensent de la taille des sièges de tracteurs. Et puis après, on passe à l'Irlandais qui nous dit ce qu'il pense de la taille des sièges de tracteurs. On a les oreilles qui deviennent turgescentes, toutes rouges, parce que vous êtes là, tout le monde, c'est une sorte de dingue, qu'est-ce que c'est insupportable. Et au bout de 3 quarts d'heure, il y a le ministre, à un moment, il enlève son truc, il dit « Bon, écoutez François, j'ai pas le temps, il faut que je retourne dans ma circonscription, je repars à Bar-le-Duc, suivez ce qui se passe. »
C'est-à-dire que c'est inhumain. Et c'était à 15. Donc les gens qui vous proposent une autre Europe, il faudrait vraiment, ça serait une très belle leçon de choses à la télévision française, de faire venir les 28, et puis pas M. Mélenchon qui dirait, voilà, je veux faire une partie de bras de fer, c'est d'ailleurs un propos ultranationaliste, ce que propose Mélenchon. Mélenchon propose en fait d'imposer aux autres pays de l'Union européenne la vision qu'il a, lui, de la France. Mais moi, je ne veux pas la guerre, je ne veux pas faire la guerre aux voisins. Moi, je veux simplement, comme dit le proverbe, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Les Français, ce sont les Français. Ils ont besoin d'un État centralisé qui assure, depuis des centaines d'années, en tout cas depuis la Révolution française, qui assure la justice sociale entre les citoyens et une certaine forme d'égalité, l'égalité prenant pied sur des grands services publics qui assurent une certaine forme d'égalité républicaine. Et ça remonte à loin. Jacques Coeur était le financier de Charles VII, donc c'était au XVe siècle. On avait déjà la nécessité pour l'État d'intervenir dans la vie économique. En 1964, dans ses confidences à Perfide, De Gaulle dit « En France, dans les grands projets, il faut mettre de l'État, sinon ça merdoit. » Voilà. Donc nous, on est comme ça. Nous, les Français, ils aiment bien, ils ont un sentiment de... Vous savez, c'est un peuple égalitariste du point de vue anthropologique, comme dirait mon ami Emmanuel Todd, qui était venu à l'université d'Autun. Les Français, ils n'ont pas envie, par exemple, d'avoir des autoroutes privées. Mais au train où vont les choses, non seulement les trains, justement, vont devenir privés, les autoroutes le sont déjà, mais aussi les routes. Bientôt, il y aura des routes nationales, il faudra payer, parce que tout est à vendre. Mais ça, c'est la vision des Français. Et nous proposons dans notre programme d'inscrire dans la Constitution française que les grands acquis de la libération et du Conseil national de la résistance soient gravés dans le marbre de la Constitution. C'est-à-dire que les grands services publics, EDF, GDF, la SNCF, la Poste, les hôpitaux, la sécurité sociale, les sociétés d'adduction d'eau, soient par principe non privatisables. Il s'agit d'avoir une société d'économie mixte, si je veux dire. Il s'agit qu'il y ait en France, il ne s'agit pas de rompre avec le capitalisme, il ne s'agit pas de devenir socialiste, il ne s'agit pas non plus de devenir ultralibéral, une espèce de voie médiane qui correspond bien à ce qu'a été la voie du CNR, qui satisfaisait d'ailleurs tout le monde en fait. Moi, depuis 12 ans que je parcours la France, j'ai rencontré des milliers de Français. Je n'ai jamais vu la moindre personne qui soit venue me voir en me disant, moi, ce que je voudrais, monsieur, c'est la privatisation de la Poste. C'est pas vrai. Même des gens de droite. Ou alors peut-être, ça sera une fois un étudiant de Sciences Po, un petit peu boutonneux, qui lit le magazine Challenge ou Capital. Mais ça ne représente rien. Les Français ne veulent pas la privatisation de la Poste, ne veulent pas la privatisation de la SNCF. Et donc on impose aux Français une politique ultralibérale par l'intermédiaire de notre appartenance à l'Union européenne. J'avais dit que je parlerais des conditions de la vie quotidienne avant de parler du fond du sujet, qui est l'industrialisation. Les conditions de la vie quotidienne, il y a aussi la directive des travailleurs détachés. Vous savez ce que c'est? La directive des travailleurs détachés consiste à ce qu'on puisse embaucher dans chaque État de l'Union européenne des travailleurs venus d'autres États de l'Union européenne au salaire français. Par exemple, un ouvrier va être payé le SMIC français, conditions d'hygiène et de sécurité françaises, mais les cotisations sociales seront versées par l'employeur au pays d'origine. C'est-à-dire, si on emploie un ouvrier polonais, on va payer les cotisations sociales polonaises. Et si c'est un Bulgare, ça sera les cotisations sociales bulgares. Le résultat des courses, c'est évidemment beaucoup moins cher d'avoir recours à un plombier polonais ou à un chaudronnier bulgare. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les entreprises? De plus en plus, elles se disent je vais avoir recours à ce système. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a quelques 2 ou 3 ans, ça avait fait un peu scandale lorsqu'on avait appris qu'il me semble qu'à La Hague, il y avait des travailleurs détachés polonais, mais des centaines. Ça veut dire que ces personnes, et je dis bien, c'est pour ça la vie quotidienne. C'est qu'il y a, vous voyez à Cherbourg le nombre de gens qui viennent s'inscrire à Pôle emploi qui ne cesse d'augmenter. Au même moment, vous voyez des Polonais qui sont sur un chantier de La Hague, d'EDF. Société nationale en plus.
Alors même Macron s'en est ému. Il s'est dit, je vais modifier la directive des travailleurs détachés. Il l'avait dit lors de son discours du 27 septembre 2017, dont je parlais à l'instant. Et puis, il est allé en Bulgarie. Le Premier ministre bulgare l'a pris comme ça par l'épaule. Il a dit non. Alors, Macron a critiqué la Pologne. La première ministre polonaise à l'époque s'en a fait qu'un tour. Et elle s'est mise à dire que c'était que cette histoire, que la France n'avait pas à mettre son grain de sel. Et elle a rappelé une vérité fondamentale. Elle a dit la Pologne a les mêmes droits que la France. La France n'est qu'un pays sur 28. Et comme il faut l'unanimité pour modifier cette directive des travailleurs détachés, la directive, on a modifié entre des points-virgules, elle est restée. Vous savez qu'à la fin de 2017, on en était officiellement à 516 000 travailleurs détachés en France, dans un pays qui a plus de 3 millions de chômeurs. Et fin 2018, on a dû monter au train où ça va peut-être à 750 000. C'est dément. C'est dément. Monsieur Macron, vous avez donné sa pensée le 27 septembre 2017 sur ce qu'il fallait faire de l'Europe. Je vous ai dit que tout ce qu'il avait dit, y compris la directive du travailleur détaché, tout ça a été mis au panier. Il nous a fait rebolote, il y a une dizaine de jours, en nous publiant une tribune, Macron l'Européen, sur les réformes de l'Europe. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il disait il y a 1 an et demi. Il est dingue. Et il change tous les mois, tous les ans, il fait son nouveau projet. Donc c'est une tribune, vous l'avez vu, il s'est adressé à tous les Européens. Ça commençait mal déjà, ça commençait par citoyens européens. Commençons parce que je rappelle quand même à M. Macron, qu'il l'a peut-être oublié, qu'il y a en Europe, parmi les 28 États membres, il y a quand même 7 monarchies, dont 6 sont des monarchies de droit divin. Il n'y a que la monarchie belge qui reconnaît la souveraineté populaire, de telle sorte qu'il n'y a pas de roi de Belgique, il y a un roi des Belges. Comme il y avait en 1830 avec Louis-Philippe, un roi des Français. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette subtilité, je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. Il y a des pays qui ont inventé la Révolution française, c'est le principe de souveraineté nationale. C'est-à-dire que l'origine du pouvoir soit vient de Dieu, soit vient du peuple. Et la Révolution française a inventé le principe de souveraineté nationale. L'origine du pouvoir, c'est le peuple dans sa collectivité. C'est ce qu'on appelle la nation, qui est une notion de gauche à l'origine et non pas de droite. Et en revanche, alors c'est ce qu'a fait la Belgique, a été créée en 1830. Vous savez qu'elle a imité Louis-Philippe, qui a accepté le drapeau bleu-blanc-rouge, qui est le principe de la souveraineté nationale. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire. Mais il y a 6 pays en Europe qui ne reconnaissent pas la souveraineté nationale, qui sont des monarchies de droit divin. Voilà. Madame, je suis désolé, mais est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas la reine d'Angleterre? Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas la reine d'Angleterre? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Non? Vous n'entendez pas très bien? D'accord. Il est vrai, j'ai demandé à madame 2 ans après, est-ce que vous savez pourquoi vous non plus, vous n'êtes pas la reine d'Angleterre? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Incroyable. Et derrière, monsieur, pourquoi vous n'êtes pas le roi de Suède? Eh bien, si vous n'êtes pas madame la reine d'Angleterre, et si monsieur n'est pas le roi de Suède, c'est parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Voilà. Élisabeth II, elle est reine du Royaume-Uni par la grâce de Dieu. Comme on disait d'ailleurs en France sous l'Ancien Régime, Dei gratia francorum rex, c'était sur toutes les pièces de monnaie. Par la grâce de Dieu. C'était Dieu qui l'avait décidé. Voilà. Et à la Révolution française, on dit, bon, bah, Dieu, laissons-le tranquille. Et puis nous, on dit que ceux qui vont décider, c'est le peuple. Voilà. Et dans un premier temps, on a gardé le roi de France, mais c'est la Constitution de 1791. On n'est plus roi de France, on est roi des Français. C'est devenu Louis XVI. Et puis après la bataille de Valmy, on a dit, on peut se passer d'un roi, ça va être la République. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Donc déjà, je dis ça parce que lorsque Macron commence à faire son truc, la tribune aux Européens en mettant citoyens européens, il ne sait pas qu'il y a dans 6 pays d'Europe, alors c'est vrai qu'il y a les traités qui parlent de citoyenneté européenne, mais dans 6 pays d'Europe, on ne parle pas de citoyens, on parle de sujets.
On est un sujet de Sa Gracieuse Majesté au Royaume-Uni. On est un sujet de Sa Majesté très catholique en Espagne, officiellement. Je dis ça parce que les européistes, de même qu'on débat toujours de l'Europe entre Français, à l'intérieur du périphérique, en fait, les européistes ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je suis un grand amoureux de l'Europe, des pays du monde de façon générale. Mais je sais que les pays sont extraordinairement différents. Ils ont chacun leur langue, leur religion, leur civilisation, leur histoire, leur tradition historique, leur tradition syndicale, leur façon d'être au monde. Globalement, les Allemands sont plus disciplinés, un petit peu, voilà, un petit peu relous, comme dirait mon fils, que les Italiens ou des Grecs, voilà, qui sont un peu plus fantaisistes. Alors c'est des grandes... mais c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Voilà. On n'a pas les mêmes traditions syndicales, on n'a pas les mêmes tissus économiques. Et donc on veut faire de tout ça un seul État, alors que ce sont des pays qui ont 200 ans, 500 ans. Depuis la Reconquista, l'Espagne, les rois très catholiques, c'est 500 ans. La France, c'est 1500 ans depuis le baptême de Clovis. Et 1000 ans depuis l'accession de Capet au trône, 1040 ans. Voilà, le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est 1000 ans d'âge, à peu près. Hein. Donc ceux qui prétendent faire un nouvel État avec tout ça, c'est un fantasme. De Gaulle le disait très bien en 9 mots, c'était plus rapide que moi. De Gaulle avait dit en 9 mots à Alain Peyrefitte, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. C'est tout. C'est impossible. Ce que l'on veut faire est impossible. Parce que la France, l'Angleterre, ce sont des œufs durs. Ils sont cuits depuis 1000 ans. Alors, mais oui. C'est aussi simple que ça. Alors, M. Macron donc, nous a sorti une nouvelle tribune, il y a 10 jours, pour nous dire voilà ce qu'il pense de l'Europe. Plus rien à voir avec ce qu'était le discours de la Sorbonne. Donc là, il nous a sorti, je ne sais plus quoi encore, ah oui, une académie du renseignement, non, une académie européenne pour assurer la démocratie, pour lutter contre le financement et l'investissement des élections par les puissances étrangères. Sous-entendu, tout est de la faute de Poutine, bien sûr. Poutine est partout, d'ailleurs, il est là, il m'a donné du pognon. Télérama a dit que j'avais touché de l'argent de Poutine. Nous sommes en procès avec Télérama. Voilà. Je suis complotiste parce que Poutine m'a donné de l'argent. C'est eux les complotistes, vraiment. Bref. Donc il y avait donc, la tribune de M. Macron, il y a ça. Il y a... qu'est-ce qu'il a mis? Enfin bref. Qui a vu la tribune de Macron? C'est dingue. Et alors, il a publié ça dans 27 journaux. Alors, il y a un article pas mal dans Marianne. Ils ont mené une enquête. Donc, le truc a été publié en page 27, raccourci dans, je sais pas quoi, dans l'un des journaux bulgares apparaissant à Plovdiv, ou je sais pas quoi. Alors, vous imaginez que déjà les Français, vous êtes la troisième salle à chaque fois où je demande... Je n'ai pas vu une seule personne, il y a une fois quelqu'un qui l'avait lu avec moi, mais c'est la troisième réunion publique que je fais où je demande qui a lu la tribune de Macron sur l'Europe, personne ne l'a lu. En France, alors vous imaginez en Bulgarie. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez que vous vous précipiteriez pour savoir quel est le point de vue de Dalia Grybauskaitė sur l'Europe, la présidente de Lituanie? Je veux dire, il y a des limites quand même à la perversité. Je vous ai rigolé, mais c'est pour vous faire toucher du doigt le truc délirant dans lequel on est. Alors, ce qui est grave, parce que tout ça est quand même très grave, c'est la destruction de l'industrie française. Et c'est là où je voudrais vous montrer, peut-être, mais je ne sais pas si ça... Vous avez mis le petit bitonio, là? Oui, c'est ça. Rappelez quand même un point fondamental. Ah, ça va chauffer. On va chauffer là, ça. Ce qui est fondamental, c'est qu'une question que vous devriez vous poser, que nous devons nous poser collectivement, c'est pourquoi la France est-elle riche? Et puis pourquoi, d'ailleurs, vous êtes ici? Si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même compris. D'abord, peut-être que certains d'entre vous me connaissent. D'ailleurs, j'en profite, comme ça chauffe,
pour savoir parmi vous qui est adhérent de l'UPR. Oui, et qui n'est pas adhérent de l'UPR. Oui. Il y en a beaucoup plus. Non, parce que là, on est dans le lien. Parce que je pose cette question, là, on est plutôt 70% non, 75% non adhérents, 25% adhérents. C'est très intéressant. En général, dans les réunions publiques que je tiens, maintenant, on est du style 40-60. 50-50 ou 40-60, 40% adhérents, 60 non adhérents, ou 40% non adhérents, 60% adhérents. Enfin, bon, c'est très important, très intéressant, parce que je parle devant voilà, des gens, des foules, des salles de plus en plus nombreuses, avec des gens de plus en plus, enfin beaucoup de gens qui ne sont pas à l'UPR. Ce dont je me réjouis, parce que ça prouve, sinon c'est très sympathique de parler à des gens de l'UPR, bien sûr, d'autant qu'ils sont formidables, à l'image de leur président. Mais sinon, ça serait de l'entre-soi. Donc vous venez, les gens qui ne sont pas du l'UPR, ils sont les bienvenus. Hein. C'est un peu comme dans la parabole évangélique, vous savez, de la brebis égarée. Ce sont ceux qui ne sont... Elle est plus chère, la brebis égarée est plus chère que tout le troupeau. En fait, j'aurais dû peut-être devenir pape. Alors, l'impasse de la libre circulation des capitaux. Ça, c'est très très sérieux ce que je vais dire. Parce que si vous êtes venu là, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La France est en train de dégringoler à toute allure. Notre niveau de vie est en train de s'effondrer. Et c'est très très grave parce que pourquoi est-ce que moi je fais de la politique, par exemple? Ça, c'est quelque chose aussi que vous devriez vous poser comme question quand vous voyez un responsable politique. Pourquoi est-ce qu'il fait de la politique? Et une excellente question que vous devriez vous poser, ce monsieur ou cette dame, s'il ne faisait pas de politique, qu'est-ce qu'il ferait à la place? Imaginez par exemple que Mme Le Pen ne s'appelle pas Le Pen, qu'elle soit née dans un quartier défavorisé, d'une famille recomposée. Qu'est-ce qu'elle ferait? Comment? Mais il paraît que non. Non. Elle sera avocate des gens défavorisés dans les quartiers comme elle le fait d'ailleurs. Ah bon? Elle l'a fait. Elle défendait même les immigrés. Alors, oui. En attendant, elle est d'une incompétence rare. Parce que semble-t-il, d'après ce qu'on croit savoir, je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais plaidé. Et de son deuxième tour face à Macron a saisi la France entière par son incompétence. Enfin, je ne sais pas, j'ai vu récemment que c'était qui est-ce qui en a parlé. C'est Philippot. Non, c'est Sophie Montel. Sophie Montel, hier ou avant-hier, qui a fait des déclarations au vitriol en disant que l'amateurisme de Mme Le Pen était assez extraordinaire. Bon, bref. En attendant, vous devriez vous poser la question de savoir pourquoi les gens font de la politique. S'ils font de la politique comme la famille Le Pen, c'était Bruno Maigret qui avait comparé ça à la famille de Monaco. Il y a tout le père, la fille, le vieux Jean, la grand-mère, la petite fille, le canari, le chat. Donc savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en politique. Pourquoi certains font-ils de la politique? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils en font? Moi, vous connaissez mon pédigré, j'aurais pu être ministre 50 fois, pas 50 fois, j'exagère, on parle une fois ou deux. Bon. J'aurais pu être, lorsque Sarkozy a succédé à Pasqua au Conseil général de Seine, j'aurais pu dire à Sarkozy, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Hein, c'est comme dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. J'aurais pu cirer les pompes, cirer les pompes, cirer les pompes, cirer les pompes. J'aurais pu être, je sais pas, Nadine Morano. Non, n'exagérons pas. J'aurais pu être, je sais pas, j'aurais pu être une carpette. Bon. J'aurais pu, c'était plutôt ma vocation, étant sorti vice-major de l'ENA à l'Inspection générale des finances, j'aurais pu aller dans une grande banque. Vous savez combien gagne un président de grande banque française aujourd'hui? Quelqu'un comme Frédéric Oudéa, que je connais bien, qui est de l'Inspection générale des finances, qui a mon âge, président de la Société Générale. 280 000 €. C'est pas moi qui dis, c'est Change. 280 000 € par mois, hein, bien entendu. Ah oui. Pourquoi? Attendez. C'est vrai. D'ailleurs, Macron a gagné chez Rothschild 3 millions d'euros par an. On est dans la zone des 280 000 € par mois. C'était ça que normalement j'aurais dû faire. J'avais fait HEC, inspection. Voilà, j'étais l'un des plus brillants jeunes inspecteurs des finances, jusqu'au jour où, malheureusement, tel Charles VI dans la forêt de Brocéliande, je suis devenu dingue, c'est-à-dire d'un seul coup où j'ai préféré
dire ce que je pensais être la vérité, plutôt que de suivre le chemin de la carrière qui m'était tracé. Voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, quand j'ai rallié le RPL qui est créé par M. Pasqua, mes collègues ont commencé à sortir les crucifix, les pattes de lapin. Qu'est-ce qui s'était passé? Et après ça, j'ai été pestiféré dans mon propre corps. Donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un, quel est le choix et pourquoi il l'a fait. Et pourquoi je le fais, je vais vous en parler. Je le fais parce que nous avons une responsabilité collective, à la fois vis-à-vis des 40 générations ou 50 générations qui ont fait la France, et puis à l'égard de nos successeurs, de nos enfants, de nos petits-enfants. Quelle France va-t-on laisser aux générations futures? Imaginez le regard de votre petit-fils s'il vous dit dans 20 ans « C'est vrai que c'est la France, c'était un grand pays, pourquoi ça n'existe plus ?» Je ne suis pas sûr que vous pourrez vous regarder en face. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai créé l'UPR en fait, parce que j'ai pensé à des gens que j'ai aimés étant petit, je le dis souvent, j'avais un grand-père que j'aimais beaucoup, et qui m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » Est-ce qu'il y a beaucoup de grands-parents aujourd'hui qui disent à leurs petits-enfants « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ?» Franchement, j'en suis pas sûr du tout. Donc, ce pourquoi il faut se battre, c'est qu'on puisse dire ça à nos petits-enfants. Alors, pourquoi est-ce que la situation est grave? Parce que la France est en train de s'appauvrir. Et pourquoi la France est en train de s'appauvrir? Essentiellement à cause d'une décision qui a été imposée par l'OCDE dans les années 80 et reprise en France en 1986 par l'acte unique européen de 1986 sous le Premier ministre Jacques Chirac, mais avec à la présidence de la Commission européenne Jacques Delors. Cet acte unique de 86 a posé le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux. Enfin, ça a été repris dans le traité de Maastricht. Alors, ce que je voudrais vous dire, puisque je voulais vous parler de ça, c'est un exemple d'une conférence, mais quelque chose qui va vous donner à réfléchir sur la destruction de l'industrie française. Ici, c'est l'industrie française en 1968. Sur cette carte, vous allez de Cherbourg. Moi, quand j'étais à HEC, c'était à peu près cette époque. Non, j'étais 10 ans après. Enfin, quand j'étais en prépa HEC dans les années 76, on nous disait déjà que la France s'était coupée un peu en deux. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est à peu près vrai, avec une ligne allant de Cherbourg à Marseille, celle-ci, un peu en diagonale. Et à l'est de cette diagonale, il y avait toute la France du nord-est, mais allant quand même jusqu'à Marseille, où il y avait une très forte industrie. Ici, les couleurs qui sont représentées, en marron, plus c'est marron, plus le secteur secondaire est important, c'est-à-dire plus le nombre de gens travaillant dans l'industrie, dans la population active, est importante. Marron très foncé, c'est plus de 50% de la population active qui travaille dans le secteur industriel. Et puis, en revanche, si c'est vert pomme, c'est moins de 10%, notamment les Côtes d'Armor, une partie de la Manche. Vous voyez qu'en 1968, dans la Manche, eh bien, il y a un seul point industriel significatif, avec 42 ou 45% de la population active qui travaille dans l'industrie, c'est Cherbourg, avec notamment les chantiers navals. Et puis vous avez quand même dans la France de l'Ouest, qui est une France essentiellement agricole, vous avez quand même Saint-Nazaire, vous avez quand même du côté de Cholet, vous avez aussi du côté de Toulouse, vous avez quelques points. Mais évidemment, la grande France industrielle, c'est la vallée de la Seine, ce sont les mines du Nord, c'est la sidérurgie dans tout le Nord-Est, c'est l'industrie automobile. Toute la France de l'extrême-Est est très très industrielle, Sochaux, Montbéliard, etc. Vous avez également ici le Creusot, vous avez la vallée du Rhône, le Rhône, et puis voilà. Ça, c'est la France en 1968, avec plus c'est marrant, plus il y a de personnes qui travaillent dans l'industrie en 1968. Cette carte est tirée du livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd qui s'appelle « Le mystère français » qui est paru en 2013. Et maintenant, je vais vous montrer une carte. Alors, les gens qui sont un petit peu sensibles devraient peut-être fermer les yeux. Je ne voudrais pas être responsable quand même d'une crise cardiaque. Voici le même graphique, et c'est même pas maintenant, c'était en 2008. C'est exactement le même graphique, mais en 2008. Donc il y a 10 ans.
toujours tiré de Emmanuel Todd. Donc vous voyez, ça rappelle un petit peu ceux qui connaissent cette mer qui s'appelle la mer d'Aral, qui a disparu, hein, qu'il n'y a plus que des bribes maintenant du fait du détournement de l'anneau d'Aria et du cire d'Aria. En fait, l'industrie est en train de disparaître. Alors, les évolutions ne sont pas totalement illégitimes, puisque la mécanisation des process industriels, d'une part, la montée en puissance du secteur tertiaire et du secteur quaternaire, comme on dit, c'est-à-dire le virtuel, les jeux vidéo, etc., peuvent expliquer que la part de la population active dans le secteur industriel se soit déplacée. Mais quand même, on voit bien que l'industrie est en train de disparaître dans notre pays. D'ailleurs, la mondialisation et les délocalisations, c'est de ça qu'il s'agit pour une large partie, ne sont pas tombées du ciel. Comment ça se fait qu'on se désindustrialise? D'une partie par la mécanisation, mais essentiellement la fermeture d'usines. Il y a 2 à 3 usines en France qui ferment chaque semaine. On a eu des pointes avec une usine fermant en moyenne tous les jours. Donc il y a quand même un vrai problème. La mondialisation et les délocalisations ne sont pas tombées du ciel. Elles résultent d'une politique autorisée par les traités européens et opérée conjointement. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est l'évolution de 1997 à 2009 du nombre d'heures travaillées dans l'industrie en France. En 1997, il y avait 6,1 milliards d'heures travaillées dans l'industrie en France. En 2009, on était tombé à 4,58. Et en 2019, on est dû tomber en dessous de 3 milliards. C'est-à-dire que plus de la moitié des heures travaillées dans l'industrie ont été perdues en 20 ans, de 1997 à 2017. Et c'est ça qui fait d'abord que la France est riche. Ça, c'est l'évolution du chômage dans les 27 États de l'Union européenne, de janvier 2001 à août 2013. Et ça, c'est l'évolution du chômage dans les États de la zone euro, la ZHE10. On voit ici qu'en milliers de personnes, selon les données officielles d'Eurostat, en 2001, on avait à peu près 4 millions de chômeurs en plus dans les 17 États de la zone euro par rapport aux 10 États de l'Union européenne hors zone euro. En 2007, on était monté à peu près 7 millions. Et en 2013, on était monté à peu près à 13 millions. Ça veut dire que les évolutions entre ces différents agrégats montrent de façon irréfutable que la preuve statistique est faite sur 12 ans que l'euro est la cause numéro 1 de la montée du chômage. Alors je voudrais revenir sur l'affaire de la mondialisation. Pourquoi est-ce que les entreprises délocalisent? Pour 2 choses. D'une part, du fait de l'euro, d'autre part, du fait de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a repris donc ce qui avait été postulé dans le traité de Maastricht, qui avait été reprenait l'acte unique. Et la phrase qui est en train de tuer la France, c'est « toute restriction aux échanges de capitaux est interdite entre les États membres, sous-entendu de l'Union européenne, et entre les États membres et les États tiers. » Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, je ne sais plus, je ne vais pas vous montrer le reste, ça veut dire que jusqu'en 1986, et surtout jusqu'en 1992, on ne parlait pas de délocalisation. Ça n'existait pas. Rappelez-vous, enfin, les gens qui ont des cheveux blancs dans cette salle savent très bien que sous Albert Lebrun, il y a beaucoup de gens vivant sous Albert Lebrun, mais bon, sous Jules Grévy, en tout cas sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand jusqu'en 1986, on ne parlait pas de délocalisation. Allez vous renseigner, allez voir le Trésor de la langue française, etc. Vous découvrez que le mot délocalisation apparaît dans la langue française à la fin des années 80. Et donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça. C'est que avant il y avait
vous savez, quand vous voulez créer une usine à l'étranger, réfléchissez une minute. Si vous voulez créer une usine, même en Chine, même en je sais pas quoi, en Slovaquie, au Vietnam, ou en Birmanie ou autre, vous êtes obligé de sortir de l'argent. Parce que les Birmans, même les Bangladeshis ne vont pas travailler pour vos beaux yeux. Il faut quand même acheter un terrain ou le louer, ça dépend du régime foncier local, obtenir les autorisations pour construire une usine, avec dans beaucoup de pays du tiers-monde les enveloppes qui vont avec pour corrompre l'administration. Et puis ensuite, il faut avoir recours à un architecte. Et puis ensuite, il faut avoir recours à une entreprise de BTP qui va vous construire votre usine. Et puis après, vous allez mettre à l'intérieur des machines-outils, par exemple pour faire des machines textiles, ou bien vous allez faire une ligne de construction d'automobiles. Enfin bref, tout ça, ça coûte de l'argent. D'ailleurs, c'est une machine que vous allez peut-être acheter en Allemagne pour aller les implanter au Bangladesh. Donc il faut sortir de l'argent. Des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros. Alors avant, comment ça se passait? Avant, c'était interdit. Il y en a peut-être qui se rappellent qu'en 1976, Raymond Barre, je ne remonte pas à l'homme de Cro-Magnon, je remonte à Raymond Barre. Quoique, c'est vrai qu'il y avait peut-être certains points communs. Mais bon, en 1976, le plan Barre, il est interdit, il renforce le contrôle des changes. Tout Français allant à l'étranger ne peut pas sortir avec plus de 5 000 francs. Peut-être un équivalent d'aujourd'hui de ce que serait peut-être 800 euros. Voilà. Alors, a fortiori, les grandes entreprises ne pouvaient pas sortir de l'argent. Donc, il se passait quoi? Il se passait que si une entreprise voulait construire une usine à l'étranger, d'abord elle y regardait à 3 ou 4 fois, parce qu'elle savait que c'était très difficile d'obtenir une autorisation de sortie. Deuxièmement, si elle avait un beau projet, elle allait voir le ministère des Finances, rue de Rivoli, en demandant une autorisation. Par exemple, Peugeot qui demande de créer une industrie en Iran de fabrication de 504 dans la banlieue de Téhéran, avec un partenaire qui s'appelle Hiran Khodro. Donc Peugeot vient voir le ministre des Finances, ou le directeur du Trésor de l'époque, et lui dit, voilà, j'ai un projet de construction d'une usine de fabrication de 504 en Iran. À l'époque, il faut donc sortir, je ne sais pas, mettons 800 millions ou 1 milliard de francs. Donc qu'est-ce qui se passe à l'époque? Eh bien, à l'époque, il y a quelqu'un qui vient, rencontre le PDG, le directeur du Trésor, et puis il va lui demander, il va examiner le dossier sous 4 angles. D'abord, est-ce que c'est bon pour Peugeot? A priori, oui, Peugeot le propose, mais on va quand même vérifier. On va voir, par rapport à l'équilibre financier, l'équilibre budgétaire, est-ce que c'est pas délirant? De quoi s'agit-il exactement? Peugeot va expliquer qu'il s'agit de s'implanter au Moyen-Orient, de prendre pied pour y développer des marchés, non seulement en Iran, mais dans les pays circumvoisins. On est en 74-75. Hein. C'est-à-dire il y a encore le Shah d'Iran, il y a encore le roi Zahir Shah en Afghanistan, toute la cour de Kaboul parle le français comme la cour de Téhéran. Vous avez toute une bourgeoisie iranienne qui parle le français. Vous avez en Irak également des gens très francophones et francophiles. Donc on dit c'est intéressant pour Peugeot. Bon. Deuxièmement, est-ce que c'est intéressant pour l'Iran? Oui. Parce que l'Iran, d'abord, est demandeur. Ils ont donné leur accord au projet. Et en plus de ça, c'est un pays en développement qui n'a pas d'industrie automobile. Et un pays qui n'a pas d'industrie automobile préfère avoir une industrie automobile, fût-elle sous capitaux étrangers, que pas d'industrie du tout. Donc, l'Iran est demandeur. C'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran. Troisièmement, est-ce que c'est bon pour la France? Ben oui, parce qu'on va avoir à terme des 504 marqués Peugeot qui vont circuler sur les routes d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan. Ça veut dire que les gens qui vivent là-bas, les Iraniens, les jeunes, les étudiants, les collégiens, ah, c'est une voiture française. Et puis les gens plus âgés vont voir, il y en a qui vont devenir des spécialistes de la mécanique française. Vous allez avoir des gens, des ingénieurs qui vont peut-être aller à Sochaux pour voir tel truc, pour se former aux techniques françaises. Donc l'image de la France en tant que puissance industrielle va se répandre dans la région. Donc c'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour la France. Et puis quatrième question, est-ce que c'est bon pour les ouvriers français? Ben si. Si c'est bon pour les ouvriers français, parce que Peugeot d'abord prend l'engagement, ça fait partie du contrat, de ne pas réimporter les productions en France. Deuxièmement, nous sommes maîtres de notre commerce extérieur. Et donc il s'agit de créer des nouvelles voitures
pour un marché que l'on crée, un marché local. Donc, ça ne va pas venir menacer l'emploi en France. Au contraire, on va embaucher des ouvriers supplémentaires à Sochaux pour fabriquer par exemple des boîtes de vitesse qu'on va envoyer, qu'on va expédier en Iran, puisque en Iran, ça sera d'abord une société de montage automobile. Alors il y aura peut-être de la carrosserie qui sera faite localement, mais beaucoup de pièces détachées qui seront fabriquées en France. Et donc l'emploi augmentera en France. Bingo, c'est bon pour tout le monde. Boum, coup de tampon, d'accord, vous avez l'autorisation. Mais ça, on appelle ça une implantation industrielle à l'étranger. Depuis qu'il y a l'article 63, qui a été depuis 1986, que je répète, toute restriction aux échanges de capitaux est interdite entre les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les États tiers, ça veut dire que désormais, toute entreprise peut sortir des capitaux sans fin pour aller construire une usine à l'étranger, sans aucune autorisation, même si c'est au détriment de la France, des intérêts français et des intérêts des salariés français. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, Peugeot va, par exemple, créer une usine en Slovaquie pour bénéficier du fait que les salaires slovaques et les cotisations sociales sont très inférieures, et ensuite réimporter, surtout que c'est à l'intérieur de l'Union européenne, donc c'est le marché commun, sans aucun droit de douane et sans limitation, toutes les voitures fabriquées en Slovaquie. Voilà. Et évidemment, on augmente, on maximise le profit. Puisqu'au lieu de payer des ouvriers français dans des industries automobiles en France, payer, alors si c'est un ouvrier de base, on va le payer au SMIC, mais si c'est un ouvrier qualifié en 20 ans de maison, on va le payer quand même un peu plus. Il y a les cotisations sociales qui vont avec, etc. C'est évidemment beaucoup, beaucoup plus cher que si c'est en Slovaquie. Donc on va s'installer en Slovaquie. Mais ça, c'est pour l'industrie automobile. Mais il y a quelqu'un qui est un petit malin, c'est un type, un Espagnol, qui a créé une petite boutique de vêtements à La Coruña, en Espagne. Et puis dans les années 86, à partir de l'acte unique européen, il s'est dit, bingo, en fait, je vais aller faire fabriquer des vêtements au Bangladesh. Il a fait fabriquer des vêtements au Bangladesh, avec des ados qui ont 16 ans, 14 ans, qui sont payés aujourd'hui à peu près 1 euro de l'heure. Et comme il est malin, il a compris qu'il fallait faire beaucoup de marketing, donc il s'est attaché aux services de sociétés de stylistes, et puis pour faire des petites séries, avec des jupes, des robes, des t-shirts, des pulls, des parkas, des doudounes, des trucs comme ça. Et puis il a créé une marque qui s'appelle Zara. Il est devenu la première fortune mondiale, à peu près à égalité avec Bill Gates. Mais tout ceci a été rendu possible parce que tout l'emploi, une partie de l'emploi des gens qui travaillaient dans l'industrie textile en Europe s'est volatilisé. Il l'a détruit, puisqu'il fait fabriquer par des étudiants, par des adolescents, il fait fabriquer à Dhaka, capitale du Bangladesh, les vêtements en question. Il fait évidemment un profit maximal. Alors il n'y a pas que Zara, il y a H&M, il y a Benetton, il y a tout ce que vous voulez, C&A, qui fait tout fabriquer là-bas. Vous vous rappelez peut-être, il y a 4-5 ans, il y a eu un énorme scandale parce que dans la banlieue de Dhaka, il y avait un immeuble qui s'est effondré parce qu'à chaque étage, on avait installé des machines textiles. C'était un truc un peu branlant. Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés dans le sous-continent indien. Le bureau Veritas ne passe pas partout. C'est moins qu'on puisse dire. C'était un bâtiment qui avait été fait avec du béton, des briques. Il y avait 5 ou 6 étages. Et puis, il y avait des machines textiles qui avaient été... Parce que c'était en fait des négriers. C'était un travail d'esclaves. Et puis, les machines textiles sont entrées en résonance avec le bâtiment. Et puis, un jour, tout s'est effondré. Il y a eu 750 morts, quand même. Et c'était des gamins, des gosses qui travaillaient pour Zara, pour CA, pour H&M. C'est ça, la cause numéro 1 de la destruction de l'industrie en France, c'est que les entreprises vont là où, évidemment, ils ont la charge salariale et sociale les moins importante. Lorsque M. Mélenchon, par exemple, s'indigne que Bernard Arnault, je l'ai entendu, c'était il y a un mois ou deux, Bernard Arnault a dit... Mélenchon a dit c'est un scandale, Bernard Arnault a transféré une usine en Slovaquie, maintenant il la transforme en Slovénie, on ne peut pas tolérer que Bernard Arnault... Mais ça, c'est un propos médiocre, poujaliste.
Le problème, c'est pas tellement Bernard Arnault, parce que tous les patrons d'entreprise, depuis toute éternité, ont toujours rêvé d'avoir des esclaves. Enfin, pas tous, il y avait quelques-uns qui étaient empreints de catholicisme social. Mais enfin, beaucoup de patrons ont toujours préféré employer les gens le moins cher possible. Le problème, c'est pas Bernard Arnault, ou François Pinault, ou telle entreprise, ou Michelin, ou je sais pas quoi, ou le dirigeant de Peugeot, ou de Renault. Le problème, c'est qu'on a permis à ces gens de faire ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que l'État a abdiqué son rôle. Et le rôle, c'était d'interdire justement que ça soit possible. Et ça, c'est directement les traités européens. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre programme, une des décisions les plus fondamentales pour lesquelles on propose de sortir de l'Union européenne, c'est de supprimer la libre circulation des mouvements de capitaux et de revenir à la situation antérieure de contrôle des mouvements de capitaux. Et sur les 193 pays qu'il y a aux Nations Unies, il faut savoir qu'il doit y en avoir à peu près 140, 145, et qui n'ont pas la libre circulation des mouvements de capitaux. Il n'y a que les pays de l'OCDE qui ont fait ça, sous le lobbying justement de la grande oligarchie financière et industrielle. Pourquoi est-ce que Donald Trump a-t-il été élu aux États-Unis? Vous savez, vous avez compris que Donald Trump n'était pas le candidat de l'oligarchie. Pourquoi constamment il est tenté d'être... Je ne suis pas là pour défendre spécialement Donald Trump, qui par ailleurs est une personnalité assez excentrique, qui a tenu des propos racistes, antiféministes, etc., tout ce qu'on veut. Mais il n'en demeure pas moins que Donald Trump, il a été élu par les blue collars et les white collars, c'est-à-dire des ouvriers et des cadres qui sont en train de perdre tout leur emploi parce qu'il se passe aux États-Unis la même chose qu'en France. C'est-à-dire que toute l'industrie a filé et est en train de filer en Chine. Je connais bien le Japon, j'y ai vécu 1 an et demi dans les années 80, au début des années 80. À l'époque, c'était un pays extraordinaire. Il y avait le PIB du Japon avait atteint 17% du PIB mondial dans les années 84-85. Il y avait des jeunes, il y avait une atmosphère incroyable. Bon. J'y suis repassé en novembre dernier, enfin, j'étais retourné avec Chirac, avec Charette, et puis, mais ça c'était des voyages officiels, ça dure 3 jours, on est brinque-ballé comme une bille dans un jukebox, et puis après on repart. On n'a pas le temps de bien approfondir. J'y suis repassé là, en revenant de Nouvelle-Calédonie, où j'étais allé soutenir pour le référendum le camp anti-indépendantiste, et je reviens au Japon. C'est un pays en complète perte de vitesse. Parce qu'il se passe au Japon la même chose qui s'est passée en France, plus ou moins à des échelles différentes, mais c'est un pays en pleine récession, un pays qui ne fait plus d'enfants. La population japonaise diminue de 1000 par jour, c'est incroyable. Et l'industrie a filé, maintenant le PIB du Japon est redescendu à 5% du PIB mondial, et tout est allé en Chine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les pays qui réussissent à notre époque, ce sont justement ceux qui n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux. La Chine, l'Inde, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. Si vous voulez investir en Chine, vous êtes obligé de demander l'autorisation. Et en demandant l'autorisation, les Chinois vous disent très bien, très bien, très bien, mais si vous voulez avoir accès à notre marché, créer des usines, vous n'aurez accès qu'à la condition que vous nous fassiez du transfert de technologie. Et donc, ils demandent, par exemple, de savoir comment on fait un TGV, comment on fait un Airbus. Et moi, j'ai assisté à toute la tragédie. J'avais accompagné Chirac en 1996 en Chine, où Chirac demande, c'était à la cité interdite, à Chiang Mai, la partie de la cité interdite réservée aux dirigeants, il y avait une réunion, on était 10 Français, 10 Chinois. Moi, j'étais là, j'étais le conseiller ministre des Affaires étrangères, il y avait Chirac, il y avait... Monsieur de Charette, il y avait le traducteur, il y avait l'ambassadeur, il y avait moi, il y avait je ne sais pas qui encore, une ou deux autres personnes. Puis de l'autre côté, il y avait le président Jiang Zemin, président de la République populaire de Chine, avec le Premier ministre Li Peng, et puis il y avait je ne sais plus qui d'autre. Et donc, à l'époque, Chirac demande, essaie de vendre le TGV, le TGV Pékin-Shanghai. Voilà. Alors c'était drôle parce qu'il avait dans un premier temps commencé par expliquer au président chinois, le président chinois de l'accueil, lui dit j'espère qu'on va renouer avec la grande tradition d'amitié franco-chinoise, le général de Gaulle a avec prémonition reconnu la République populaire de Chine en 1964. Et Chirac lui répond je vous remercie, monsieur le président de la République populaire de Chine,
Et il lui explique que malheureusement, maintenant, la stratégie de la France, c'est de bâtir l'Europe, l'Union européenne avec l'euro. On était en 96, l'euro devait arriver en 97. Et puis, il dit nous formons le couple franco-allemand. Monsieur le président chinois, il se rend compte qu'il a fait face à lui non plus à De Gaulle, non plus au président de la République française, mais à un type qui se considère comme le simple gouverneur de la province France d'un État-continent dirigé par d'autres. Et c'était sous Chirac. Vous imaginez maintenant ce que c'est devenu. Avec Macron, il a risé du monde entier. Vous avez vu comment Donald Trump lui a enlevé les pellicules qu'il avait sur la veste devant les photos du monde entier. Moi, j'ai regardé dans le monde entier, ça a été repris. Hein. Quand Trump a présenté Macron à la presse en disant « Yeah, guys, this is the president of the French Republic, he's almost perfect, il est presque parfait. » Voici le président de la République française. « He's almost perfect. » Puis à ce moment, il lui enlève les pellicules avec un Macron qui est là. Et il lui enlève les pellicules, puis il dit « Now he's perfect. » Maintenant, il est parfait. Il l'a présenté comme un bichon, vous savez, un caniche, dans un concours canin. Voilà à quoi on en est réduit. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ne croyez surtout pas qu'à ce niveau de rencontre, moi j'en ai vu des chefs d'État et de gouvernement, hein, tout est calibré au millimètre. Au millimètre. Jamais Donald Trump se permettrait de faire avec le président chinois Xi Jinping ou avec Vladimir Poutine en train de faire ça. Jamais. Donc c'est une façon de montrer à la fin. Tous les journaux français ont repris ça, mais tous les journaux mondiaux. Aussi bien au Japon, en Thaïlande, au Brésil, au Vietnam, en Inde, etc. Le président de la République française qui a des pellicules et le président des États-Unis qui le nettoie et qui le présente comme un bichon. Enfin, c'est dingue. Alors, je reviens à mon histoire de Chirac et Jiang Zemin. Donc Chirac déçoit Jiang Zemin. Jiang Zemin se pense, décidément, la France, c'est terminé. Et puis, quelques temps après, Chirac dit, alors voilà, monsieur le président de la République, président de Chine, je voudrais insister auprès de vous sur, vous avez un projet de train rapide Pékin-Shanghai, je voudrais insister sur la technologie française. Les Français, avec Jake Alstom, nous sommes les premiers à avoir cette technologie, c'est nous qui en avons installé le plus, le TGV, machin. Alors, Jiang Zemin se tourne vers l'un de ses conseillers, ou vers le Premier ministre, je ne sais plus, il dit, alors, le traducteur qui lui dit, ben voilà, monsieur le président de la République française, nous connaissons bien le projet, le TGV, le TGV, c'est une très grande technologie. Nos ingénieurs, d'ailleurs, se sont déjà rendus à Belfort pour voir les usines du TGV d'Alstom. Nous rendons compte que c'est une très grande technologie. Bon. Chirac est content. Mais ça s'appelle en chinois une épée derrière un sourire. C'est un des 36 stratagèmes classiques. Et le président chinois poursuit en disant « Mais il y a quelque chose, monsieur le président de la République française, que je ne comprends pas. » Alors Chirac, monsieur le président de la République de Chine, si je peux vous expliquer, je suis là. C'était le Chirac d'avant. Et alors le président chinois dit « Voilà, vous me dites, vous m'avez dit tout à l'heure que la France faisait désormais, construisait l'Union européenne, que vous alliez bientôt avoir une monnaie européenne unique, et vous m'aviez dit que désormais la stratégie de la France, c'était le couple franco-allemand. C'est exact. Chirac, qui a foncé droit dans le mur. Le président chinois continue en disant « Figurez-vous, monsieur le président de la République française, que dans le siège où vous êtes assis, là, on était à Zhongnanhai, hein, c'est la partie... c'est comme si à Versailles, il y avait une aile qui était réservée que l'Élysée se trouvait dans une des ailes de Versailles. Et dans le siège où vous êtes assis, monsieur le président de la République française, je recevais il y a 3 mois son Excellence, le chancelier d'Allemagne, monsieur Schröder. Je connais, c'est un grand ami. Répond Chirac. Et le Chinois, le président chinois, continue. Alors voilà, quand je l'ai reçu, il m'a dit qu'il fallait absolument que la Chine achète le train
à grande vitesse allemand ICE de chez Siemens et surtout pas le TGV français. Le chien commence à regarder ses pompes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et donc le Chinois dit, alors vous m'avez dit que vous êtes en train de faire le couple franco-allemand, mais j'aimerais que vous me disiez ce que je dois faire. Échec et mat. Voilà. Ils ont 1,4 milliard d'habitants, celui qui arrive à la tête, c'est pas le roi des cons. Hein. Il est quand même pas mal sélectionné. Voilà. Au passage, ça vous permettra de voir, et je vais ici clore mon intervention, parce qu'elle est longue, et puis il faut que vous me posiez des questions. Et je voudrais simplement vous faire remarquer, toucher du doigt, que vu de l'étranger, les dirigeants ne comprennent pas. Hein, il y a un proverbe chinois qui dit lorsque, dans une cuisine,